monde. Ça monte. Bonjour cher public, Bonjour. bonjour et bienvenue à cette inauguration et cette ouverture de notre Climact 2020. Je suis Franck Carfourne, votre directeur pour la communauté du campus de Nice qui est parmi nous ce soir. Je suis très heureux d'ouvrir ce Climact 2020. Nous vous avions promis que le Climact, événement né en 2019, ne serait pas victime du Covid-19 et que nous allons évidemment pouvoir tenir notre promesse de faire vivre notre événement pédagogique orienté sur l'écologie et sur la réflexion de nos métiers autour de ces questions écologiques. Vous êtes déjà 200 en ligne, on va gagner un petit peu de temps, on va faire comme à la télé, c'est-à-dire qu'on va meubler un tout petit peu avant de lancer les conférences. Je suis accompagné ce soir, vous le voyez sur votre écran, par quelqu'un que vous connaissez bien dans le campus, qui est Marie Chantal. Voilà. Salut, bonsoir à tous et à toutes. Voilà. On est bien heureux de vous retrouver tous ici. Ouais. Et vous voyez auprès de nous ce soir deux de nos conférenciers qui ont eu l'immense gentillesse d'accepter de participer avec nous à ce Climact et de faire cette conférence inaugurale. Je vous présente Anne Essel. Bonjour. Voilà. Anne Essel qui est auteur de Finance, Climat, Réveillez-vous et qui va nous faire une conférence autour de son engagement sur l'écologie. C'est une personne que nous avons découverte, rencontrée plutôt, grâce à Éric Rollet qui doit être dans le public ce soir. Merci encore à Éric. Et grâce à la Green Team, cette équipe d'étudiants très engagés au sein du campus. Voilà, c'est une belle rencontre avec Anne Essel et qui nous avait promis d'être avec nous pour le Climac 2020. Merci à elle. Je vous présente également Aurélien Crida, qui est, qui est maître de conférence à l'Université de Nice-Côte d'Azur. Merci Aurélien d'être parmi nous. Aurélien est astrophysicien, spécialiste des exoplanètes. Une conférence passionnante nous attend. Voilà. Quelques petits mots sur la façon dont va se dérouler cette soirée. Alors, vous êtes désormais 220 en ligne à suivre cet événement. Vous êtes plusieurs types de communautés dans cet événement ce soir. Nous avons bien sûr les étudiants de Media School Nice, mais nous nous sommes aussi permis d'inviter plus largement d'autres personnes dans la famille Media School. Bien sûr, certains de nos anciens élèves, mais bien sûr les familles, mais bien sûr également les membres de la direction Media School et de l'équipe Media School en général. Et je me suis permis, figurez-vous, d'inviter également quelques futurs étudiants de Green Management School qui vont probablement se connecter aussi pour quelques-uns, puisque cette école est née grâce à l'événement l'an dernier qui était le Climact 2019. Et ce bel événement a donné naissance à cette école qui est lancée depuis le 29 février dernier, qui est Green Management School. Donc voilà. Donc bienvenue à toutes ces personnes, les gens qui veulent rentrer à Green Management School, les étudiants de Media School Nice, que je salue parce que vous nous manquez. Chers amis, vous êtes confinés, nous sommes confinés. Ceux qui seront observateurs vont voir que j'ai dérogé un peu à la règle et je suis venu prendre la bande passante du bureau qui est meilleure que chez moi. Non, les mauvaises langues, vous n'avez pas le droit de dire si elle est meilleure au bureau que chez toi, c'est que chez toi, elle est vraiment pas très bonne, ce qui n'est pas faux. Voilà. Donc je suis là dans mon bureau, les autres sont chez eux, vous êtes chez vous et on est super heureux de vous voir. Marie, peut-être que tu veux faire un bisou à tous tes élèves? Ah ouais, écoute, Franck, tu as tout dit, donc, mais quand même, je crois que j'ai un écho. C'est pas grave. Pas grave. Oui, vous nous manquez, les étudiants. J'ai la chance d'avoir le contact avec les sup de WebM1, une partie en ce moment, c'est un grand plaisir. Mais je pense à tous les autres, tous ceux qui nous manquent et j'espère que vous êtes bien confinés, que vous travaillez ou pas et que vous apprenez plein de choses. N'oubliez pas, avec Franck, on a décidé de vous appeler la génération solution. On en parlera, mais vous savez pourquoi. C'est là où votre formation prend toute sa dimension dans le digital. Voilà. Absolument, la génération solution. C'est quelque chose qui nous habite. Vous savez que, chers étudiants, nous avons lancé ce Climact dans un objectif très clair l'an dernier, qui était de nous faire réfléchir, et pas seulement vous, nous aussi, vos pédagogues, vos formateurs, nous essayons de travailler activement et de mener une réflexion constante sur l'évolution de nos métiers à l'aune des problématiques environnementales et sociales qui nous
qui se présentent à nous, qui ne présentent pas par surprise, d'accord? Alors je vois Sandy qui dit qu'il n'y a pas de son. Si, Sandy. Ah, ça y est, c'est résolu. Voilà. Oui, mais Si certains Laurent n'ont est pas là. de son, il suffit de changer peut-être de browser Internet. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que évidemment, nous menons une réflexion active et continue sur l'évolution de nos métiers. Nous sommes des communicants, nous sommes des e-commerçants, des e-marketeurs, et bien entendu, aujourd'hui, quand on a votre âge et quand on est au départ d'une vie professionnelle, on ne peut plus envisager un avenir professionnel sans avoir une vraie lueur de conscience ouverte sur les questions écologiques, climatiques, environnementale, sur la préservation de la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité. Quelle actualité! Quelle actualité! Merci Aurélien. Quelle actualité aujourd'hui avec ce Covid. Vous nous manquez, mais au-delà de l'affectif et du fait qu'on ne soit pas ensemble sur notre campus, ce que je souhaite absolument vous dire, c'est que c'est juste pour moi, malgré le drame que cela représente pour beaucoup de gens, c'est un point de départ. C'est une page qui se tourne, j'en ai pleinement conscience, vous en avez conscience, les médias en parlent, et normalement, si tout se passe à peu près correctement, plus rien ne sera tout à fait pareil. En tous les cas, c'est le vœu qu'on est en mesure de formuler, c'est le projet que vous allez avoir à construire qui vous attend, qui est de dire, OK, puisqu'on en est là, puisque encore une fois, on est mis devant le fait accompli que la biodiversité est malmenée et que du coup émerge un virus comme celui-ci et que j'espère dans quelques mois nous n'aurons pas en plus un épisode de canicule ou quoi ou qu'est-ce. Il est temps effectivement que tous et chacun prenons conscience de notre importance, de notre impact, mais de notre impact positif. Il est temps de passer d'un impact pesant et négatif à un impact positif. Et le thème de ce Climact 2020, c'est un thème qui nous tient à cœur depuis déjà plusieurs mois, c'est Enchantons la transition. Vous êtes la génération solution. Il est urgent de cesser d'être sidéré et atterré par ces enjeux qui nous pèsent sur les épaules. Et je pense que grâce à des événements comme celui-ci, grâce aux nombreuses discussions que nous avons, grâce aux nombreux projets que vous avez déjà menés au sein de l'école et que vous aurez plaisir à nous présenter au fil de ce Climact 2020 qui va se faire d'after work en after work, nous avons les clés d'un début de solution. Bien sûr, la solution n'arrivera pas comme ça, c'est bien un concept de transition. La transition, c'est un pas après l'autre. Chaque pas va nous mener vers une grande et belle solution. Et n'essayons pas de brûler les étapes. En revanche, allons vite. Voilà, on ne va pas faire deux pas en un, mais en revanche, on est quand même responsable d'aller assez vite. Donc, enchantons la transition. Vous êtes la génération de solutions. Ce n'est pas, comment dirais-je, vous charger ou nous décharger sur vous que de le dire ainsi. Preuve en est, nous mettons tout en œuvre à vos côtés pour vous amener vers cette responsabilité. Voilà, j'ai assez parlé. Je voudrais juste vous donner 2-3 consignes. Vous avez, alors si je regarde bien, normalement ça doit faire quelque chose comme ça. Vous avez un chat à droite de votre écran. Vous avez un chat qui est activé où vous allez pouvoir taper vos questions. N'hésitez pas, vos questions, vos commentaires. Il y a des chances que vous parliez les uns et les autres. Voilà, Vincent demande où est TAC. Bah, évidemment, Marie-Chantal, oui, où est TAC? C'est Marie-Chantal qui demande ça. C'est bien là. Donc, dans ce chat, j'aurai plaisir à voir vos questions. Et vous avez notre chère équipe au complet qui est là. Sarah Burderon qui est que vous connaissez, qui est notre étudiante, notre assistante sur ce Climact, qui va modérer cette soirée. Et puis Marie-Chantal et moi, une fois qu'on va se retirer, on sera aussi en train de chatter avec les uns et les autres. Je vois que Marie a commencé. Je te reconnais bien là. Où est-il? Où est TAC? Voilà. Alors, vous êtes 257 en ligne. Je pense que donc l'effectif Media School doit être à peu près au complet. Différents intervenants vont nous rejoindre ensuite. Il en manque, puisque dans la famille Cridan, nous avons 15 personnes. Il manque des étudiants encore. Ah, mais ça, faites gaffe les jeunes, hein, parce que, comment s'appelle-t-elle Célia est en ligne et Célia veille pour voir si vous êtes bien là. Ok. Le programme de ce soir, Anne Essel, docteur en médecine et en chimie.
une femme adorable qui va vous élever le cœur, je crois. Mais oui, Anne, je pense vraiment, qui va vous élever le cœur, qui va vous donner de l'espoir, parce qu'enchanter la transition, c'est quelque chose. C'est pas quelqu'un de doux rêveur, c'est pas quelqu'un qui veut pas faire changer les choses de manière efficace, mais c'est quelqu'un qui a envie de le faire, au contraire, avec des moyens, avec des idées et avec beaucoup d'envie de faire, de mettre, de vous élever le cœur pour être courageux face à ce défi. Et puis Aurélien Crida, maître de conférence, disais-je, physicien, astrophysicien, enfin c'est une conférence tout à fait étonnante qui nous attend. Je disais que j'avais assez parlé, je crois que j'ai assez parlé. Est-ce que Marie-Chantal, tu veux rajouter quelque chose? Je pense que vraiment tu as bien présenté l'édition de cette année. Moi, je suis ravie de pouvoir écouter aussi bien Anne Essel qu'Aurélien Crida, planétologue. Il a plein de choses à nous dire. Anne, avec sa fougue, la transmission qu'elle a avec les jeunes de toutes ces convictions, vont être pour nous complètement c'est fondamental. En tout cas, on ne va pas pouvoir passer outre et on est impatient de découvrir tout ça. Alors, tu as raison, puisqu'on est impatient, Anne, on va te céder la parole, on va disparaître, on n'est pas loin, Anne, ne t'inquiète pas. Quand tu as besoin de lancer ta présentation, on sera là pour la mettre à l'écran. Tu n'hésites pas à nous interpeller, on est juste derrière toi, on descend juste de scène. Ce qui manque, en fait, c'est les applaudissements. Moi, je propose qu'on applaudisse Anne pour sa montée sur scène. Bravo. Merci, Anne, pour cette conférence. Nous faisons le public parce que d'habitude, nous sommes très très nombreux au Parc Phoenix, que nous saluons par ailleurs. L'équipe du Parc Phoenix qui est bien déçue de ne pas nous voir. Anne, c'est à toi, on t'écoute avec grand plaisir. Merci, merci beaucoup. C'est une introduction qui évidemment m'engage beaucoup. J'avais très très envie de vous rencontrer pour de vrai. C'était prévu. Malheureusement, le Covid nous a obligés à nous rencontrer à travers des médias et c'est toujours un tout petit peu dommage. Mais bon, on va essayer de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et de loin, je commence par vous dire bonjour et vous dire mon plaisir de m'adresser à un public de jeunes et de jeunes étudiants et de jeunes étudiants en communication. Votre rôle est fondamental. Alors, je voudrais pas qu'on vous imaginiez que parce que vous êtes jeunes, vous êtes les seuls qui devez vous intéresser au dérèglement climatique et aux réponses que nous devons fournir face à ce dérèglement climatique. Non, vous n'êtes pas les seuls. Mais nous avons eu beaucoup de mal, nous les vieux, à faire entendre l'urgence. Pourtant, dès les années 60, c'est-à-dire quand j'avais à peu près votre âge, les scientifiques, les philosophes, les économistes attiraient déjà l'attention sur le fait que les réserves énergétiques sont limitées, sur le fait que le climat risque de se dérégler et que la consommation à tout va dans une planète finie, dont évidemment Aurélien vous parlera encore bien mieux que moi de cette finitude de notre petite planète, mais déjà dans les années 60, on disait attention. Attention, et en fait les Nations Unies ont mis du temps à essayer de développer cette alerte climatique. Alors, je vais commencer par vous donner quelques chiffres, parce que je pense que vous devez les connaître. Alors, pour ça, il me faudrait le climat. Comment je fais? Rien. Voilà. Je voudrais vous donner quelques dates pour vous dire que même au sujet du climat, on a mis du temps à arriver à cette certitude que le climat est en train de se dérégler. J'emploie volontairement le terme dérégler parce que réchauffer est trop limité. Il y a dans le dérèglement climatique des zones qui seront plus froides et des zones qui seront plus chaudes, des zones qui seront plus sèches et des zones qui seront plus humides. Il s'agit en fait d'un grand dérèglement. Alors en fait, les Nations Unies n'ont convoqué la première conférence mondiale sur le climat à Genève qu'en 1979, c'est-à-dire déjà assez tard après la fin des années 60. Ce n'est qu'en 1988 qu'a été créé le GIEC. Le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
ils sont chargés de faire des rapports sur l'état de la science en ce qui concerne le climat. 88 seulement, ou 88 déjà, parce qu'il n'y a que depuis quelques années qu'on entend régulièrement parler des rapports du GIEC. 90, premier rapport du GIEC. Et ce premier rapport insistait sur la responsabilité humaine dans le dérèglement climatique. 1990, nous sommes en 2020. 30 ans pendant lesquels très peu a été fait. Ensuite, quelques dates que vous devez connaître. Vous devez les connaître parce que vous êtes responsable de la médiation et de la médiation culturelle. Et donc, vous devez absolument avoir une vision historique de tous ces déroulements. Donc, je vous les donne rapidement. Vous les retrouverez partout. Vous avez 1992, le 3e sommet de la Terre à Rio de Janeiro, qui a été un sommet extrêmement important, car il rend officielle la responsabilité humaine dans le dérèglement climatique. Ensuite, nous avons la première convention cadre des Nations Unies. Vous savez que ces conventions cadres fonctionnent avec des COP successives qui les enrichissent. Cette convention cadre sur les changements climatiques a été ratifiée par 195 pays. C'est énorme, hein? Il en manquait 2, plus l'Union européenne. En 2007, le GIEC et Al Gore reçoivent le prix Nobel de la paix. Alors là, je voudrais juste m'arrêter 2 secondes. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais quand même, pour vous dire qu'ils n'ont pas reçu le prix Nobel de physique, ils n'ont pas reçu le prix Nobel d'économie, ni même le prix Nobel de médecine, mais le prix Nobel de la paix. Parce que ce que le dérèglement climatique risque le plus d'affecter, avant les grandes famines, avant les grands dérèglements, c'est la paix mondiale. Les guerres qui seront suscitées par ce dérèglement sont quasiment inévitables. Ce que nous allons essayer de faire, ce que vous allez essayer de faire avec nous, c'est tout de même d'essayer d'en limiter les agencements. Ensuite, nous avons eu l'accord de Paris lors de la COP 21. Et ça, même si vous êtes encore très jeune, vous en avez entendu parler. Parce que cet accord de Paris, nous en étions très fiers. C'était un accord qui mettait en chiffres les baisses de production de gaz à effet de serre que nous devions acquérir, que nous devions promouvoir, faire, réaliser pour arriver en dessous des 2 degrés et même peut-être en dessous des 1,50 degré de réchauffement climatique et arriver à la neutralité carbone en 2050. Voilà, l'été 2019 nous a fait assister à de l'inédit, à des températures mondiales qui ont été plus chaudes que jamais observées. Et puis enfin, le 25 septembre 2019, juste avant cette pandémie, premier rapport consacré aux mers et aux glaces. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne suis plus là, mais bon, voilà. Voilà, ces quelques dates, c'est pour vous dire, on parle du réchauffement climatique, on en parle beaucoup, on en parle souvent, on est maintenant confronté à sa réalité absolue, mais ça a été très long à mettre en place et ça ne l'est pas encore. Vous savez bien que les solutions que nous proposons sont encore simplement à l'étude. Alors, je vous ai fait un second. Alors là, je ne sais absolument pas comment on fait. Ah, voilà. Là, je vous ai fait un petit rappel des événements du réchauffement climatique qui entraînent l'accroissement du réchauffement climatique. Parce que, par exemple, les glaciers de montagne qui reculent et qui remplacent la surface blanche qui réfléchit la chaleur par une surface noire accroissent le réchauffement climatique. Il y en a d'autres, et ce sont ces cercles vicieux du réchauffement climatique qui font que tous leurs effets provoquent un accroissement encore plus grand du réchauffement climatique. Et ça donne des réactions qu'on appelle en physique des réactions explosives, ces feedbacks positifs qui accroissent même la cause qui les a déclenchés, et ça va vers
des explosions ou en tout cas vers des courbes exponentielles dont Aurélien vous parlera longuement. J'irai vite. Oh, voilà, je vais y arriver. J'irai vite sur des choses que j'espère vous connaissez tous bien. En tout cas, vous pouvez bien les retrouver sur la proportion de gaz à effet de serre et de parties par million de CO2 depuis l'an 1000. Alors, vous voyez que depuis l'an 1000, c'était en dessous de 300 et même de 280 parts par million. Nous sommes actuellement même plus à 411, mais plutôt à 420 parts par million. Et alors vous vous dites, mais il y a eu des phases de réchauffement et de refroidissement, effectivement. Et si on fait l'évolution, si on suit l'évolution depuis 800 000 ans, on s'aperçoit qu'il y a eu des phases de réchauffement et des phases de refroidissement, mais que la phase actuelle est une phase extrêmement rapide et extrêmement intense, et que depuis 800 000 ans, nous n'avions jamais dépassé 300 parts par million. Donc nous sommes dans une situation parfaitement grave. Et voilà l'augmentation du CO2. Elle varie entre l'été et l'hiver, entre le printemps qui absorbe avec ses petites feuilles le CO2 et au contraire les périodes qui l'accroissent à cause du chauffage. Bref, quand même, le CO2 augmente et il augmente surtout de plus en plus vite. Pour augmenter de 10 parts par million, il fallait 12 ans dans les années 60, alors qu'actuellement, il n'en faut que 4. Donc, c'est un phénomène exponentiel qui croît de plus en plus vite et qui est en plus tout à fait à feedback positif. Par exemple, le pergélisol, les glaces permanentes, lorsqu'elles fondent, elles relâchent du carbone emprisonné et des bulles de méthane qui accroissent le réchauffement climatique. Pour aborder des solutions, il faut absolument connaître l'origine du réchauffement par les différentes modalités que nous observons dans notre civilisation. Vous voyez que les transports en Europe, en France, en Europe, les transports sont les principaux responsables de l'émission de gaz à effet de serre. L'industrie vient tout de suite après avec l'agriculture et avec l'habitat et la nécessité de chauffer, voire même de climatiser. Le transport et l'utilisation d'énergie et les déchets viennent en 5e position. Qu'est-ce qu'on a observé dans nos grandes villes pendant l'épidémie de coronavirus? Les transports se sont arrêtés. Les industries ont été très limitées. La pollution a diminué. Elle n'a diminué à Paris, par exemple, que de 30%, laissant en place toute la pollution liée au chauffage et liée à l'agriculture et à la période actuelle, qui est une période d'épandage massif, comme vous le savez sûrement, et qui ont continué à avoir lieu, laissant l'air de Paris presque aussi pollué, un peu moins, diminué de 30%. C'est la pollution sonore qui a le plus diminué à Paris. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais c'est vrai qu'on n'entend plus que les oiseaux. Plus d'avions, plus de métro, plus de voitures, plus de mobylettes, plus que les oiseaux. Et ça, c'est très agréable. Mais ne croyons pas que tout s'est arrêté. Ça n'est pas vrai. On vous rebâche les oreilles que la production s'est arrêtée. Elle est en sommeil, mais elle continue à bien augmenter la quantité de gaz à effet de serre. Alors, comment faire pour réussir à diminuer vraiment la proportion de gaz à effet de serre et arriver à une production nulle? Vous savez que l'objectif, c'est d'arriver en 2050, c'est-à-dire demain, voire avant, si on le peut, à une production mondiale de gaz à effet de serre nulle. Alors, production, bien sûr, il restera une production de gaz à effet de serre, mais il faut que le bilan net production-absorption soit nul. À l'heure actuelle, l'absorption n'augmente pas. Elle diminue beaucoup à cause de la déforestation, dont je ne vous parlerai pas longuement, mais je vous en parle quand même un tout petit peu en vous disant qu'on pense aussi que la déforestation massive, incontrôlée, est
un des facteurs de propagation des épidémies, des nombreuses épidémies qui ont déjà eu lieu et de l'épidémie de coronavirus dont on vous parlera plus tard. Donc, déforestation dit moins de pièges à carbone. Réchauffement des mers dit moins de pièges à carbone. Donc, il va falloir augmenter les pièges à carbone et diminuer la production de gaz à effet de serre dans ces différents domaines. Alors, pour enchanter la transition, puisque c'est quand même le thème, et voilà, on va essayer de regarder comment ça peut se passer dans ces différents domaines. Eh bien, dans les transports, il va falloir modifier profondément notre manière de nous déplacer. Il va falloir relocaliser nos activités. Il va falloir faire que les transports inutiles cessent complètement et que les autres se fassent au maximum par des transports en commun, des transports propres et essayer d'éviter les transports particulièrement polluants. Alors c'est vrai que depuis 50 ans, on dit aux habitants des grandes villes, des ouvriers en particulier, qui ne peuvent plus se loger au sein des grandes villes parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'offrir d'un appartement parisien, mais ça doit être vrai aussi à Nice, difficile de se loger en pleine ville. On se loge donc loin et on utilise des véhicules diesel pour aller rejoindre le centre-ville. Eh bien, il va falloir que ça change. Et déjà, l'épidémie de Corona nous apprend que nous pouvons faire beaucoup de choses en visioconférence sans se déplacer, que certains de nos métiers sont probablement inutiles, qu'on va pouvoir les relocaliser et il va falloir tirer toutes les leçons du Corona pour aider à la transition sur les transports. De même sur l'habitat, pour éviter de chauffer nos habitations ou de les refroidir quand il fait trop chaud dehors, il va falloir les isoler. Il faut que nous ayons un plan de 100% d'habitat isolé à l'horizon 2030. C'est possible. Habitat privé, habitat public. Il faut aussi isoler les écoles, les théâtres, les marchés. Il faut isoler les bâtiments, tous. Et ça crée énormément d'emplois et ça permettra, avec des prêts conséquents, de faire ces isolations et ensuite de payer moins d'argent pour chauffer ou climatiser. C'est indispensable. Alors pour ça, nous, par exemple, avons créé un pacte climat européen pour inciter la Banque centrale européenne à prêter de l'argent par l'intermédiaire d'une banque du climat aux différents États pour qu'ils puissent isoler et réaliser cette isolation de 100% des bâtiments. Voilà, il y a d'autres propositions, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais c'est vrai que nous avons besoin d'argent pour réaliser la transition écologique, mais que cette transition écologique peut aussi nous enchanter. Comment peut-elle nous enchanter? Elle peut nous enchanter en nous réappropriant nos lieux de vie. Et je crois que c'est très important. C'est très important de pouvoir se réapproprier son domicile, se réapproprier les commerces aux alentours, se réapproprier la culture en périphérie et avoir des trajets courts et des trajets enchantés. Voilà, ça c'est l'objectif. Alors pour y arriver, il va falloir effectivement avoir une banque du climat. Quand nous avons commencé à dire que la BEI devrait enchanter une succursale, parce que la BEI, selon les traités européens, n'a pas le droit de prêter à l'économie réelle, elle n'a droit de prêter qu'à des banques. Et elle prête, par exemple, à la Banque européenne, la BCE, pardon, n'a le droit de prêter qu'à des banques. La BEI, par contre, a des programmes de développement durable liés directement dans les populations.
Et on pourrait demander la création d'une filiale de la BEI qui serait une banque pour le climat. Quand nous avons commencé à parler d'une banque pour le climat dans les années 2014-2015, on nous traitait de rêveurs, impossible, c'est contraire à tous les traités, personne ne voudra prêter de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, depuis, non seulement la BCE a créé beaucoup d'argent pour réenchanter, pour aller au secours des banques, pour réenchanter l'industrie, et là, elle crée de l'argent pour éviter les catastrophes financières et économiques actuelles créées par le coronavirus. Et donc, elle peut créer de l'argent et faire une banque du climat. Vous avez sûrement remarqué que le terme banque du climat est maintenant employé par beaucoup des personnels politiques qui nous entourent. C'est devenu un lieu commun. Et c'est formidable. Alors, de même que la Banque du climat, nous proposons la création d'un véritable budget climat à l'échelon européen. Un budget qui serait pris sur les bénéfices des entreprises. Vous savez que la part qui est versée aux actionnaires chaque année croît dans des proportions absolument considérables. En 2017, la part versée aux actionnaires a cru de presque 25%. Nous demandons que les entreprises donnent un 5% au maximum, et parfois moins, de leur budget pour créer un budget européen du climat, afin d'avoir à la fois un réenchantement de la recherche et de l'innovation, des chantiers européens et une coopération avec l'Afrique et la Méditerranée qui sont absolument indispensables si on veut d'abord partager la responsabilité du dérèglement climatique avec ceux que nous avons tenus sous notre coupe pendant des siècles, ce n'est que justice, et d'autre part, si nous voulons éviter un exode de ces populations qui seront les premières touchées par le réchauffement climatique vers nos pays au nom de la richesse dans nos pays. Voilà, c'est très rapidement dit ce qu'il va falloir mettre en place pour essayer de lutter contre ce dérèglement climatique. J'ai peu de temps et je ne veux pas vous abreuver de faits. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous avez, en tant qu'élève de Media School, une responsabilité tout à fait cruciale. D'abord, vous êtes jeune, c'est-à-dire que vous n'êtes pas envahi déjà par la gangue de tout ce que nous avons vécu comme idée fausse sur la nécessité de la croissance pour répandre le bien commun et réduire les inégalités. C'est tellement faux que les inégalités n'ont fait que s'accroître, tant au sein de la France qu'au sein de l'Europe ou que dans le monde. Plus la croissance augmente, plus les inégalités se creusent et plus la démocratie est difficile à maintenir. Donc, vous êtes tout neuf et vous devez renoncer à cette idée que la croissance, la consommation, la production sont les idées forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Ce n'est plus le bien commun, cela ne doit plus être le bien commun. Vous avez une autre responsabilité, c'est celle de vous être engagé dans des études au sein de Media School. C'est-à-dire que vous vous engagez dans des métiers qui consistent à apporter des renseignements, des enseignements, une culture, un bien culturel, des solutions, des trucs, des astuces, des moyens de vous réunir à vos semblables. Et ça, c'est une responsabilité énorme que vous devez affronter en travaillant. Vous ne pouvez porter de paroles intéressantes que si vous êtes devenu vous-même intéressant. Et pour devenir intéressant, il faut travailler. Il faut travailler, il faut lire, il faut réfléchir, il faut remettre en question toutes les choses qui vous auront été dites. Il faut vraiment, il faut que vous deveniez des experts. Alors, je voudrais
pour conclure, j'ai encore 5 minutes, je ne voudrais pas dépasser mon temps. Pour conclure, je voudrais revenir sur cette expérience commune, toute neuve, soi-disant toute neuve, qui est celle que nous vivons en ce moment, tous ensemble, les vieux comme moi et les jeunes comme vous, qui est l'expérience de la confrontation au coronavirus. Nous arrivons dans cette expérience tout ébahis. On devait se rencontrer fin mars, tous ensemble, réunis abondamment, dans de grands amphis, se voir, s'embrasser, être très agréablement conviviaux. À la place, nous sommes derrière nos ordinateurs. Que s'est-il passé? Une surprise? Pas tellement. Pas tellement. Je voudrais attirer votre attention que tout comme le dérèglement climatique, la pandémie n'était pas inattendue. Elle n'était pas inattendue, elle n'a pas été anticipée. Et vos aînés, dans les médias, n'ont pas relayé les alertes. Ils les ont dites au moment où elles se passaient. On a tous entendu parler et lu sur la grippe aviaire H5N1 de 1996. On a tous lu, entendu sur la grippe porcine H1N1 de 2009-2010. On a tous entendu parler d'Ebola 2013-2016. Ça a duré presque 2 ans et demi. Et puis plus. Et puis plus. Je vous ai mis une référence, L'année du lion de Don Meyer, qui a écrit en 2017 sur une projection de ce qui pourrait se passer pour la prochaine pandémie. Il y a eu comme ça quelques projections. Bill Gates a fait une intervention en 2015 en disant que si Ebola n'avait pas été limité en Afrique et n'avait pas atteint des gens qui mouraient tout de suite, eh bien, ça aurait été une catastrophe et que la prochaine sera une catastrophe. Et il a même dit tout ce qu'il fallait faire, se procurer des masques, des gels hydroalcooliques, etc. Hélas, rien n'a été vraiment fait. Nous avons continué, par exemple, nous en France, à détruire notre système de santé. Ce qui fait que nous avons 5 fois moins, je crois, ou 4 fois moins de services de réanimation par 100 000 habitants que les Allemands. Nous en avons pas assez et donc nous arrivons très vite en asphyxie. Voilà, on n'a rien fait. On ne pouvait pas dire qu'on n'a pas été prévenu, mais les médias n'ont pas réactualisé, n'ont pas redit, n'ont pas resignalé les signaux d'alarme, parce que les médias s'intéressent à ce qui se passe le jour même. Et j'espère que dans votre école, on vous apprend à continuer à s'intéresser à ce qui s'est passé, à ce qui aurait pu se passer et à ce qu'il faudra faire pour éviter. Que vous ne mettrez pas 70 ans à parler du dérèglement climatique et que vous en parlerez tous les jours, que vous n'oublierez pas cette pandémie et que vous continuerez à en tirer les leçons tous les jours. Alors, j'espère que cette fois-ci, où les pays riches sont touchés, les mesures qui seront prises et perdureront. Mais je n'en suis bien sûr pas certaine et il faudra avancer. Il faudra avancer et voilà, je vous laisse avancer, continuer, travailler et en tout cas vous plonger dans ce tout petit livre qui se lit en une soirée et qui vous donne quelques solutions sur les mesures à prendre, mesures économiques sur le dérèglement climatique. N'oubliez rien et travaillez. Je vous remercie et je vais peut-être répondre à une première série de questions. Je crois que c'est comme ça qu'on avait dit qu'on ferait. Laurent nous publie les questions et tu auras plaisir à y répondre si tu veux bien. Qu'en est-il d'Internet, du digital? Est-ce que c'est compris dans l'énergie, nous demande Morgane Sagnard, qui est notre étudiante.
Oui, Est-ce que la consommation digitale fait partie de tout cela, à tes yeux, Anne? bien sûr, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais qui doit lui aussi avoir des solutions. Euh, Nous avons, comme toujours, des possibilités individuelles. Vous savez que ce qui consomme beaucoup d'énergie, c'est d'avoir des ordinateurs fixes plutôt que des portables. C'est crétin, mais c'est vrai. D'envoyer des pièces jointes à tous nos réseaux et répondre à tous en permanence avec des pièces jointes lourdes. Ça pèse très lourd. C'est de faire des recherches et de les partager trop abondamment au lieu de s'inscrire sur les sites sur lesquels que nous consultons le plus souvent et s'inscrire dessus et ne consulter que. Bref, il y a moyen de diminuer sa propre consommation. Il y a moyen d'utiliser l'énergie développée pour les data centers. Par exemple, tout près de chez moi, dans le 13e arrondissement de Paris, il y a une belle piscine qui est chauffée par un data center. Bon, c'est une manière de réutiliser l'énergie de refroidissement des data centers à d'autres fins. On pourrait s'en servir pour chauffer des immeubles. Je pense d'ailleurs que c'est fait dans certains endroits. Il y a moyen d'utiliser, bien sûr, des formes d'énergie, des formes d'électricité plus vertes. Mais c'est une grande source d'énergie et effectivement, il faut la compter. Elle est comptée dans les énergies qu'on utilise. Je crois que le terme de sobriété en matière digitale intervient tout autant que dans le reste de la consommation. C'est-à-dire que quand tu dis éviter de mettre tout le monde en pièces jointes, etc., etc., tout est une question de sobriété en toute chose. Consommer de la data n'est pas mal en soi. Ce qui est problématique, c'est de la consommer pour n'importe quoi. Voilà, en tous les cas, mon point de vue et mon humble point de vue. Tout à D'autres fait. questions peut-être? Je voudrais rappeler que malgré tout, l'utilisation, l'usage de livres est un usage intéressant. Alors, je sais que parmi les jeunes, c'est devenu un usage plus difficile, je ne sais pas pourquoi, mais on ne lit pas de la même manière une pièce jointe, aussi détaillée soit-elle, qu'on ne lit un livre. Un livre avec ses schémas, avec ses phrases, avec la possibilité de revenir en arrière, avec l'usage qui en est fait, avec le fait qu'on peut se le passer, qu'on peut simplement l'emprunter, qu'on peut aller lire dans une bibliothèque, a encore, je crois, de beaux jours devant lui. Je vous jure, je lui ai rien dit. J'arrête pas de... Ok. C'est vrai, on n'a rien dit. Je voudrais te dire, Anne, que il y a, je ne sais pas si tu as vu, mais dans le chat, comme on ne peut pas t'applaudir, il y a beaucoup de notre public qui a fait clap clap dans le chat et voilà, on a de nombreux messages qui disent combien ton travail et ton propos a été inspirant. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Anne, Laurent, quelque chose? On va en prendre quelques-unes. On passe le micro. Il va falloir, mais comment sans la volonté politique? Combien de milliers, voire de millions de personnes travaillent pour les compagnies aériennes? Laurence Genevet, qui est intervenante, que l'on salue, qui est une amie de l'école, nous pose cette question. Alors, des milliers de personnes travaillent dans les compagnies aériennes. Qui moi, m'enchante, me passionne, et je dirais que je l'attendais. On a, non, j'ai peut-être été peu explicite, mais je vais essayer d'être très rapide. On a des moyens individuels qui sont des moyens de sobriété individuelle. Mais à partir du moment où on veut avoir des moyens collectifs, et en particulier des moyens économiques collectifs, il va falloir remettre l'économie sous la coupe du politique. Alors, quelle est notre possibilité, à vous, à moi, à Franck, Aurélien, et puis tout le public, d'agir politiquement? Bien sûr, nous avons le droit de vote, nous avons la possibilité d'agir au sein d'associations, mais nous avons surtout le pouvoir de transformer le monde culturel. Et là, vous, encore une fois, vous avez une énorme responsabilité, et je suis sûre que Franck en est parfaitement conscient, mais il faut absolument qu'il vous en persuade. Nous avons collectivement la possibilité de changer les schémas culturels, et alors particulièrement dans les médias. Et ce changement culturel fait que les politiques sont obligés de s'en saisir.
Quand une notion devient tellement répandue qu'elle est à la une de tous les journaux, eh bien, forcément, les politiques la reprennent. Ils ne peuvent pas faire autrement. Alors après, bien sûr, à charge pour nous de vérifier qu'ils la reprennent et qu'ils la reprennent bien. Mais là encore, nous avons un rôle à jouer. Donc, je veux dire, il faut surtout pas se dire c'est une affaire politique, parce que ça c'est vrai, et dire du coup on n'y peut rien. On n'y peut rien, on peut juste élire le président de la République et lui faire confiance, et ça franchement on a du mal. Non, on y peut quelque chose. Notre parole de citoyen est une parole politique. Et il faut que chacun d'entre nous la prenne. Et vous, là, vous avez une responsabilité énorme, c'est celle de la porter. Absolument, c'est complètement l'objet. Merci Anne d'enfoncer le clou sur cela. C'est l'objet de Climax, c'est l'objet de cet événement pédagogique, c'est de sensibiliser chacun des étudiants et des étudiantes, chacune des étudiantes de nos campus à l'idée qu'effectivement, en inscrivant dans l'imaginaire collectif des nouveaux signaux, on prépare les mentalités, on prépare une idée forte, on fait du green lobbying, du green acting au sein des mentalités et on fait avancer les choses. Et bien entendu, le politique est un parfait marketeur et saura reprendre les tendances lorsqu'elles seront établies comme étant montantes et majeures. Donc c'est notre responsabilité, si on en est convaincu, individuelle, de porter cette parole et ensuite, en tant que professionnel, de la pousser dans nos prises de parole de marketeurs, dits commerçants et et de responsables. On a tous une audience individuelle, mais encore plus professionnelle que nos étudiants. N'oubliez l'histoire, n'oubliez jamais l'histoire. Rien n'arrive de manière spontanée. J'espère qu'Aurélien confirmera. Ouais. J'en suis sûre. Il n'y a pas de survenue brutale. Tout est annoncé. Il faut le voir et prendre les mesures avant. Les résistances diverses et variées sont établies, mais elles faiblissent. Voilà, c'est en tous les cas ce que l'on peut ressentir. Et le simple fait que tu sois avec nous, qu'on discute tous ensemble de tout cela ce soir, nous montre que les choses évoluent et avancent. Une dernière question, peut-être pour Anne. Vous allez peut-être être frustrés les uns et les autres. Alors, tiens, ça c'est plutôt Romain Art qui nous propose 7 conseils pour alléger les réseaux. Merci Romain, c'est super ça. On va voir cela. Éducation numérique et éducation, développement durable, économie circulaire, comment penser autrement qu'en silo? Oui Alexandra. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cela? Comment penser autrement qu'en silo? Non, qu'est-ce qu'elle entend par penser en silo? Penser en circuit fermé, c'est ça? Ouais, je pense que l'idée, c'est de dire qu'il faut décloisonner les choses et arrêter de ne penser, par exemple, d'un côté qu'à l'éducatif, de l'autre qu'à l'économie, et qu'effectivement, il faut établir une collaboration forte entre les métiers. Je disais hier, il y avait un webinaire hier pour l'école de Green Management School, et je citais un de nos prochains étudiants qui disait une chose très belle, il disait, les métiers de l'écologie sont les métiers du futur, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils concernent tous les champs économiques. Et je trouve que c'était frappé au coin du bon sens, c'est ce que je lisais hier dans une des copies. Oui. Ah, penser en silo, aborder les choses de manière sectorielle. C'est donc à peu près ce que j'avais compris. Merci beaucoup, Alexandra. Effectivement, il n'est pas question de cloisonner, il est absolument indispensable de décloisonner. Et d'ailleurs, là aussi, c'est votre rôle. C'est votre rôle et celui des enseignants et celui de tous les enseignants, à tous les niveaux. Je ne pense pas que aux instituteurs de classe maternelle. Je pense aussi à tous ceux qui sont porte-parole. À l'université, bien sûr. Qui sont maîtres de conférences des universités. Moi, j'ai été moi-même maître de conférences des universités en médecine et j'ai enseigné toute ma vie et je sais à quel point on peut avoir de l'influence sur nos étudiants et à quel point nos étudiants ont de l'influence sur nous. Je pense que Franck, là non plus, ne me contredira pas. Vous avez tous un rôle, vous avez tous une identité, vous ne venez pas de rien, vous avez des parents, vous avez des goûts, vous avez des lectures, vous avez des hobbies, et vous allez tous mettre à contribution au sein même de vos études
toutes vos capacités antérieures. Et en ce sens, vous allez avoir une influence aussi sur Franck. Ok. Anne, merci beaucoup pour cette conférence, pour ce débat, ces questions-réponses. Tu restes avec nous, je crois. J'ai cru comprendre parce qu'il y aura peut-être encore des questions et on pourra toutes les reprendre les uns avec les autres. Je vais maintenant laisser la parole et avec grand plaisir à Aurélien Crida. Aurélien qui va nous faire une conférence passionnante je vais me tenter de faire une paraphrase de ce titre qui concerne les planètes, les exoplanètes, et de les mettre finalement en regard avec le PIB. Et la question, c'est de se poser une vraie question sur la croissance et la décroissance, vue du point de vue de la naissance des planètes. Aurélien, merci beaucoup, merci d'être avec nous. Tu es maître de conférence à l'Université de Nice. On salue l'Université de Nice et cette collaboration entre nos deux établissements. Merci, on t'écoute avec grand plaisir. Je me fais discret, je m'en vais, j'enlève la caméra. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous parler aujourd'hui et de vous faire cette présentation. Alors, effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'université, mais au département physique. Mes recherches portent sur le domaine de l'astrophysique. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner des billes ni sur l'économie, ni sur des techniques de transition qui sont malheureusement au-delà de mon domaine d'expertise. En revanche, je peux vous montrer ce que ça nous inspire et ce que la recherche en astrophysique dans le domaine des exoplanètes nous permet de concevoir et de prendre du recul et de mieux comprendre la situation de notre planète. Donc c'est ça le but de ma présentation aujourd'hui, qui est un peu illustré par ce t-shirt et ce slogan: celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. En tout cas, c'est certainement pas un physicien ni un mathématicien, parce qu'il y a des lois qui l'empêchent. Et c'est ce dont je vais vous parler dès maintenant, en attaquant la présentation, voilà, qui s'intitule donc des exoplanètes au PIB, les limites de la croissance. Et les amateurs de Star Wars ont sans doute reconnu le fond d'écran qui me sert ici, qui est la planète Coruscant, la planète capitale de l'univers de Star Wars. C'est un exemple parfait de développement non durable. La ville a grandi sur cette planète jusqu'à recouvrir la surface de la planète entière. Donc, elle ne peut plus grandir, elle ne peut plus se développer, et on imagine bien que si par malheur le ravitaillement par vaisseau spatial est interrompu, ils vont avoir des problèmes pour trouver quelque chose à manger. Donc voilà, juste une illustration. Maintenant, je vais commencer par une petite blague reçue sur WhatsApp récemment, qui montre un graphique du temps passé à regarder les courbes exponentielles au cours de l'année 2020, et ce temps augmente lui-même de manière exponentielle, et ça continue puisqu'on est là tous en train de regarder une courbe exponentielle. Malheureusement, l'origine de cette petite blague n'est pas drôle, puisque les courbes exponentielles qu'on regarde depuis le début de l'année, c'est le nombre de morts du Covid-19, qui augmente de manière exponentielle. On le voit très clairement ici sur le graphique fourni par le journal Le Monde, où vous voyez toutes ces courbes qui suivent un mouvement ici, similaire à la courbe exponentielle que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors, quelque chose d'intéressant que fournit Le Monde, c'est qu'il permet de voir ces courbes avec une échelle linéaire, ici, où on voit le total qui augmente de manière additionnelle, ou avec ce qu'ils appellent le rythme, qui est une échelle logarithmique, où le total est multiplié par 10 à chaque fois qu'on augmente une graduation. Et c'est intéressant parce que les phénomènes exponentiels, en échelle logarithmique, apparaissent comme une ligne droite. Ça, c'est quelque chose dont on va se servir tout au long de cet exposé, sur lequel je vais pouvoir revenir. Vous voyez ici l'intérêt de cette courbe exponentielle. Alors, après ce petit aparté, revenons à nos moutons, en tout cas à mes moutons, qui sont les exoplanètes et le paradoxe de Fermi. Je vous parlerai ensuite plus en détail de l'exponentielle et le rapport entre l'exponentielle et la croissance économique. Et on finira par quelques perspectives avec un retour sur le Covid-19. Alors, pour commencer, les exoplanètes, figurez-vous que ça aussi, c'est quelque chose qui croît de manière exponentielle. En tout cas, le nombre d'exoplanètes connus par an. On a commencé avec une en 1995. Je me souviens, j'avais 15 ans, j'étais déjà passionné d'astronomie et j'ai été très marqué par la découverte de la première exoplanète. Dans les années qui ont suivi, on en a trouvé quelques-unes, puis quelques dizaines,
puis quelques centaines, et on retrouve ici une jolie courbe exponentielle en échelle linéaire qui apparaît comme une ligne droite en échelle logarithmique. Et on était à 1000 exoplanètes connues en octobre 2013 et on est passé à 2000 en octobre 2015. Donc en gros, on double le nombre d'exoplanètes tous les 2-3 ans. C'est une très jolie progression. Mais tout de suite, je me permets de clarifier des notions qui sont peut-être pas évidentes pour tout le monde sur ce qu'est une exoplanète. D'abord, le Soleil, notre Soleil, c'est une étoile comme les autres. Les autres étoiles qu'on voit la nuit, elles nous apparaissent très peu brillantes uniquement parce qu'elles sont loin. Donc leur éclat est très diminué, mais elles ne sont pas différentes du Soleil. Ce qu'on appelle le système solaire, c'est l'ensemble des objets qui tournent autour du Soleil au lieu d'aller se balader entre les étoiles. C'est des objets qui sont captifs par la gravité du Soleil. Il y a dedans, bien sûr, les 8 planètes qu'on connaît, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a aussi les astéroïdes, il y a aussi les comètes, il y a toutes les poussières relâchées par les comètes, tout ça bien tenu par la gravité du Soleil. À ne pas confondre, bien sûr, avec la Voie lactée. La Voie lactée, c'est l'ensemble de toutes les étoiles qui sont autour de nous. C'est une galaxie, comme celle sur la photo. Ça fait une espèce de disque un peu épais, avec plein d'étoiles dedans. Il y en a 200 milliards environ dans notre galaxie, la Voie lactée. Alors, pour se donner un peu des idées, des échelles sur tout ça, prenons la lumière, qui voyage à 300 000 km par seconde dans le vide, et elle met 8 minutes 20 à venir du Soleil jusqu'à nous. Elle va mettre 4 heures à atteindre Neptune, la planète la plus lointaine du système solaire. Mais pour aller à l'étoile la plus proche, elle met 4 ans. Donc si vous voulez comparer la taille du système solaire avec les distances qui séparent les différentes étoiles, il faut comparer 4 heures à 4 ans. Vous voyez un peu le gigantisme de l'espace interstellaire. Et la lumière mettra 100 000 ans à traverser la Voie lactée. Donc encore une autre taille, à un autre ordre de grandeur. Je réponds tout de suite aux questions qui se posent sur le chat. Pluton n'est plus considéré comme une planète, en effet, depuis 2006. Pluton n'est que le plus gros des astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes qui est à l'extérieur de l'orbite de Neptune et qui s'appelle la ceinture de Kuiper. On a la ceinture d'astéroïdes principale qui est entre Mars et Jupiter, et on a une autre ceinture au-delà, dont Pluton fait partie. Et si, c'est juste. Le système solaire, donc, le voici, avec ses 8 planètes, pas Pluton, représentées à l'échelle sur le dessin à droite. Ici, vous avez les orbites qui sont représentées, à gauche, qui sont représentées à l'échelle, et à droite, vous avez les planètes qui sont représentées à l'échelle en taille. Vous voyez que Jupiter est beaucoup plus grande que la Terre, qui est ici toute petite, 10 fois plus petite. Et les distances au Soleil sont très petites pour les 4 premières planètes, les plus petites, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont toutes à moins de 1 unité astronomique du Soleil, moins de 2 unités astronomiques du Soleil, où l'unité astronomique est la distance Terre-Soleil. Du coup, là, elles sont toutes tassées sur mon diagramme. À 5 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire 5 fois plus loin que la Terre, on trouve Jupiter. À 10, on trouve Saturne. Uranus est à 20 et Neptune est à 30. Et vous voyez qu'avec cette échelle linéaire où on ajoute 10 à chaque fois qu'on fait un bond dans l'espace de la même distance, eh bien, le système solaire est difficile à représenter et les petites planètes sont toutes serrées. Alors on va passer en échelle logarithmique, où cette fois-ci, à chaque fois qu'on avance d'une même distance, on multiplie par 10, ce qui a pour effet d'étirer les petites distances, et voici comment on peut représenter le système solaire en échelle logarithmique. Il est magnifique. On peut ensuite classer les planètes verticalement en fonction de leur masse, et on va utiliser encore une échelle logarithmique, puisque les planètes telluriques Mercure, Vénus, Terre et Mars font entre 5% de la masse de la Terre et la masse de la Terre, alors que les planètes géantes font 15 à 300 fois la masse de la Terre. Donc si on n'utilise pas une échelle logarithmique, on ne voit plus les planètes telluriques. On groupe donc comme ça les planètes entre planètes telluriques de type terrestre, solides, avec une fine atmosphère, qui sont constituées essentiellement de roches et de métaux, et les planètes géantes qui, elles, sont constituées essentiellement de gaz, du gaz léger, de l'hydrogène et de l'hélium, c'est pas une atmosphère comme les nôtres, et qui peuvent aller jusqu'à des centaines de fois la masse de la Terre. Donc on a ce système solaire qu'on connaît, et à partir de là, on a commencé à chercher des planètes autour des autres étoiles, en espérant les trouver dans la même région de ce diagramme, parce qu'on pensait que tous les systèmes étaient similaires. 1995, voici la première exoplanète qu'on trouve, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quelque chose qui a une masse entre Saturne et Jupiter, donc c'est une géante gazeuse,
mais qui est beaucoup plus près de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Autant dire qu'il doit faire très chaud sur ce Jupiter. On appelle ça un Jupiter chaud. Et ça a été la première planète qu'on a découverte, qui a été une révolution parce qu'on ne comprenait pas ce que c'était que cet objet. En 2000, on avait réussi à découvrir plus de planètes encore, toujours des planètes géantes parce que c'est les plus faciles à découvrir, et on commence à en trouver un peu plus loin. Il faut attendre plus longtemps pour arriver à en trouver plus loin, c'est plus dur aussi. Et petit à petit, on en a trouvé de plus en plus des planètes, de moins en moins massives parce qu'on avait des instruments de plus en plus performants, et de plus en plus loin de leur étoile parce qu'on avait des instruments aussi de plus en plus performants et qu'on attend de plus en plus. Et à mesure, vous voyez qu'on remplit ce diagramme et qu'il y a des planètes partout. Et on avance, on descend vers la zone des planètes qui ferait une masse de la Terre à une unité astronomique. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Et c'est vraiment la progression des instruments qui nous a permis de descendre là, vers le coin en bas à droite, et de trouver des planètes de plus en plus loin et de plus en plus légères. Ce qui est fou, c'est qu'on voit plein de planètes qui sont d'un type absolument inconnu du système solaire, qu'on ne connaissait pas, qui sont entre la masse de la Terre, la plus lourde des planètes telluriques, et la masse d'Uranus, la plus légère des planètes géantes. Donc toutes ces planètes-là, et je vais entourer la zone, tac. Toutes ces planètes-là, on appelle ça des super-Terres ou des mini-Neptunes, et c'est des objets inconnus dans le système solaire. Donc ça fait réfléchir, il y a plein de planètes partout, et on ne connaît pas forcément leur nature. Et dans la zone en bas à droite du diagramme, on s'imagine bien qu'il y en a encore plein qui restent à découvrir. Peut-être que toutes celles qui sont là, qui sont environ 4000, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors, on peut faire des statistiques parce qu'on sait maintenant détecter les planètes géantes avec une bonne fiabilité. Et on en a trouvé autour de 12% des étoiles, donc on peut affirmer que 12% des étoiles ont une planète géante. Sur l'image de droite, là, vous voyez un système de 4 planètes géantes, 1, 2, 3 et 4, ces petits points brillants là, c'est des planètes géantes en orbite autour d'une étoile qui a ici été éteinte par un coronographe, qui est un cache qu'on met devant l'objectif du télescope. C'est très technique, c'est un véritable exploit d'avoir fait cette image, mais on voit ces 4 planètes qui tournent autour d'une étoile, et c'est des géantes. Environ 12% des étoiles ont une planète qui fait 3 à 10 fois la masse de la Terre également, et on pense que 25% des étoiles ont une planète de type terrestre. Ça fait beaucoup, et ça pose la question, y a-t-il du coup une autre civilisation quelque part dans notre galaxie avec laquelle on pourrait communiquer? C'est évidemment une question fascinante. La réponse à cette question est donnée par la formule de Drake. Francis Drake a posé que le nombre de civilisations, le nombre n de civilisations ayant développé une technologie électromagnétique actuellement présente dans notre galaxie, ce nombre n est R fois F fois L, où R est le rythme annuel moyen de formation d'étoiles de type solaire dans la Voie lactée, à peu près une par an. F est la fraction des étoiles de type solaire de la galaxie abritant un système planétaire, abritant une vie intelligente, ayant développé des moyens de télécommunication électromagnétique. Une petite fraction. Et L est la durée durant laquelle ces civilisations restent détectables. Nous, ça fait plus de 100 ans qu'on est capable d'émettre des ondes électromagnétiques, par exemple. On s'intéresse à ce nombre-là parce que les moyens de télécommunication électromagnétique sont les seuls capables de voyager dans l'espace. C'est avec ça qu'on communique avec nos satellites et nos sondes spatiales. Alors cette fraction F, c'est la clé. C'est la fraction des étoiles de type solaire de la galaxie abritant un système planétaire, abritant une vie intelligente et ayant développé des moyens de télécommunication électromagnétique. On la décompose en F égale Fp, la fraction des étoiles qui ont des planètes, fois N-hab, le nombre de planètes habitables par système, fois Fv, la fraction des planètes habitables sur lesquelles la vie se développe vraiment, fois F intel, Fi, la fraction des formes de vie qui évoluent vers une forme de vie intelligente, et fois Fcom, la fraction de ces formes de vie intelligentes qui finissent par développer des moyens de télécommunication électromagnétique. En faisant ça, on fait que diviser notre ignorance en plein de petits morceaux, mais ça nous permet de les étudier un par un. Et R, le rythme de formation d'étoiles, Fp, la fraction d'étoiles qui ont des planètes, et N-hab, le nombre de planètes habitables par système, c'est des facteurs astronomiques, c'est les mieux connus actuellement, comme je viens de vous le présenter. Fv, F intel, ce sont des facteurs biologiques sur lesquels il y a beaucoup de recherches passionnantes qui se font en ce moment dans les domaines de l'origine de la vie. Et Fcom et L sont des facteurs sociologiques pour lesquels on a besoin des sciences humaines et sociales. Donc cette formule,
N égale R fois Fp fois Nab fois Fv fois Fi fois Fc fois L. Elle est très connue. Vous pouvez l'apprendre par cœur. Mais moi, j'aime bien regrouper les termes autrement et écrire N comme égal à Np fois epsilon, où epsilon est une toute petite fraction et Np, c'est le nombre des planètes telluriques. Epsilon étant la fraction de ces planètes sur lesquelles il y a actuellement une civilisation ayant développé une télécommunication électromagnétique. L'intérêt de faire ça, c'est que Np, on le connaît, c'est 50 milliards. Je vous ai dit que 25% des 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée avaient une planète tellurique. Donc Np, c'est 50 milliards. L'ordre de grandeur est juste. Peut-être qu'il y a une certaine incertitude, mais l'ordre de grandeur est bon. Et on sait que n est au moins égal à 1 parce que nous sommes là. Donc, epsilon, cette petite fraction inconnue qui est entre 0 et 1, grâce à 25 années de travail acharné sur la détection des exoplanètes, nous sommes capables de dire qu'il est plus grand que 1 sur 50 milliards, et donc non pas entre 0 et 1, mais entre 0,0000000000002 et 1. Beau travail. Clairement, il reste beaucoup de marge entre ça et 1. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si epsilon était en fait de 0,000000004, alors on aurait n égale 2 et on aurait des copains quelque part. Et là, j'ai oublié un 0 et vous en êtes même pas rendu compte, ça fait n égale 20. Donc, on peut imaginer qu'il y a des vies développées extraterrestres partout. Pas sûr que ce soit des copains, mais en tout cas qu'il y en ait. Et ça, forcément, c'est vertigineux. Prenons encore un peu de recul et regardons cette petite chronologie de l'évolution de la vie sur une frise, une jolie illustration que j'ai scandaleusement piquée sur Internet. La première ligne vous montre l'histoire des civilisations humaines sur les 5000 dernières années. Cette ligne n'est qu'un millième de la deuxième ligne, c'est le dernier millième de la deuxième ligne qui montre les 5 millions d'années d'évolution du genre humain, de nos premiers ancêtres à Homo sapiens sapiens en passant par les australopithèques. Cette deuxième ligne elle-même n'est que le dernier millième de la troisième ligne qui est l'histoire de la Terre. L'histoire géologique de la Terre a commencé il y a 4,5 milliards d'années. Et l'histoire de la Terre elle-même ne représente que le dernier tiers de l'histoire de l'univers et de l'histoire de la Voie lactée, puisque notre Voie lactée s'est formée très peu après le Big Bang. Donc on arrive vraiment à la toute fin. Et prenons une autre chronologie qui est moins jolie, mais qui est tout aussi intéressante, c'est la chronologie des transports aériens que l'on a mis en place. Je vous ai mis ici quelques dates clés, vous n'êtes pas obligé de toutes les lire bien sûr. On part du premier vol en avion qui devait ressembler à ça et qui a dû faire 200 mètres avant de s'écraser au bout du champ. On passe par Yuri Gagarin qui est allé dans l'espace et qui a fait plusieurs fois le tour de la Terre, à la sonde Voyager qui a emporté cette plaque gravée pour donner un salut amical aux extraterrestres qui auraient la chance de la trouver et pour leur dire qu'on est là. Eh bien, toutes ces étapes représentent des distances parcourues colossales qui sont multipliées par 10 tous les 10 ans. Je vous ai mis là sur ce graphique une croix par événement, à la bonne date, à la bonne distance, et vous notez l'échelle logarithmique sur l'axe vertical, où on passe d'une graduation à l'autre en multipliant par 10 la distance, alors que sur l'axe horizontal, on ajoute 10 ans à chaque graduation. Donc tous les 10 ans, on va 10 fois plus loin. Ce qui est spectaculaire, c'est que si on extrapole cette progression, on arrive avant la fin du XXIe siècle au diamètre de la Voie lactée. Donc on est parti pour avoir conquis la galaxie dans le XXIe siècle. Alors là, quand on met tout ensemble, on arrive au paradoxe de Fermi. Il y a environ 50 milliards d'exoplanètes dans la Voie lactée. La Terre elle-même est apparue relativement tard dans l'histoire de la Voie lactée, et l'homme est apparu tard dans l'histoire de la Terre, et on peut même dire que notre civilisation technologique apparaît tard dans l'histoire des civilisations. Or, nous sommes partis pour conquérir les étoiles en un claquement de doigts sur l'échelle de temps cosmique. Alors pourquoi personne ne l'a fait avant nous? Voilà tout le paradoxe. Tout est là. Donc, je vous laisse méditer sur ça un tout petit instant. Vous voyez, c'est quelque chose qui rend fou, on est bien d'accord, mais il faut avoir ce contexte en tête, parce que sinon, quand on s'occupe de nos petits problèmes humains, on perd la vue globale. Et c'est ça que permettent les recherches en astrophysique, et en particulier sur le domaine des exoplanètes. Alors je vais revenir
là-dessus maintenant pour vous parler de l'exponentiel, parce que vous avez vu que ça repose sur le développement exponentiel des distances qu'on parcourt. Tous les 10 ans, on va 10 fois plus loin. C'est ça qu'on a vu. Ça veut dire que quand on fait plus 10 en temps, on fait fois 10 en distance. C'est pareil de dire que tous les 3 ans, on va 2 fois plus loin. Ça fait le même rythme. Plus 3 ans, fois 2 en distance. Donc à chaque étape, ça double. C'est pas mal de raisonner en temps de doublement, parce que doubler, c'est facile à comprendre. Chaque nouvelle étape représente autant que tout ce qui a précédé, quand on multiplie tout le temps par 2. Par exemple, si on compte, 1 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Et bien 32, ça fait 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Et si vous ajoutez 60, si vous allez jusqu'à 64, ça fait 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32. Prenons l'exemple du nénuphar, la petite devinette classique, vous la connaissez peut-être. Un nénuphar sur un étang double chaque jour le nombre de ses feuilles. Au bout de 30 jours, il a couvert la moitié de l'étang, comme sur l'image. Combien de temps lui faut-il pour couvrir tout l'étang? Alors, on a envie de dire, si en 30 jours, il a couvert la moitié de l'étang, il lui faudra encore un mois pour couvrir tout l'étang. Eh bien non, il suffit d'un jour. Donc, en 31 jours, bim, l'étang est complètement recouvert. Et alors moi, j'aime bien imaginer que le 29e jour, il y a une petite feuille qui a dit « Et dites donc, il faudrait peut-être qu'on fasse attention parce qu'on a bientôt rempli l'étang. » Et toutes les autres qui lui ont dit « Mais non, regarde, les 3/4 de l'étang sont encore vides. » On était le 29e jour. Le 30e jour, la petite feuille, elle revient et elle dit « Dites donc, là, ça craint, on est foutu demain si ça continue. Après, il n'y a plus de place. » Et toutes les autres feuilles qui lui disent « Mais enfin, on a toujours doublé le nombre de nos feuilles et ça s'est toujours bien passé. Je vois pas pourquoi tu nous embêtes. » Make the nénuphar great again. Autre exemple de la puissance de l'exponentielle et de la puissance du doublement, c'est l'invention du jeu d'échecs. La légende dit que le roi Belkib voulait quelque chose pour se distraire et qu'il n'avait pas trouvé. Et Sissa a inventé le jeu d'échecs. Pour le récompenser, le roi lui a dit « Ah, c'est génial, ce jeu est si complexe et si prodigieux, je te donne ce que tu veux. » Et Sissa a dit « Sire, je ne suis qu'un humble paysan, je voudrais que vous me donniez un grain de riz sur la première case de l'échiquier, 2 grains de riz sur la deuxième, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, et ainsi de suite. » Le roi a bien sûr accepté ce modeste présent, sans se rendre compte que comme un échiquier fait 64 cases, sur la dernière case, il faudrait poser 9 milliards de grains de riz. Ce qui représente 500 fois la production mondiale de riz de 2012, par exemple, ou 15 fois le PIB mondial de 2014 au prix du riz. Autant dire que c'était impossible. Autre exemple, prenez une feuille de papier. Vous avez peut-être pas ça sous la main, si vous l'avez, prenez donc une feuille de papier A4, son épaisseur est de 0,1 mm, et on la plie en deux, cette feuille. Je vais le faire devant vous. En la pliant en deux, son épaisseur double, bien sûr, puisqu'elle là maintenant, elle fait donc 0,2 mm d'épaisseur quand on appuie bien. On la double encore. On la plie encore et on double encore l'épaisseur. La question est, quelle sera l'épaisseur de cette feuille quand on aura fait 10 pliures? Alors j'en suis à 2 pliures, 3 pliures, ça commence à être un peu épais, 4, 5, 6, ça commence à être difficile, 7, c'est quasiment impossible, et à 10, on devrait avoir 10 cm d'épaisseur de feuille. En fait, c'est effectivement impossible, et heureusement, parce que sinon, ça prend très vite des proportions incroyables. En 42 pliures, on aurait la distance terre-lune en épaisseur de notre feuille de papier. 42 pliures suffisent. Bref, avec ces exemples, les grains de riz qu'il est impossible de fournir, la feuille qu'il est impossible de plier, le nénuphar qui ne peut pas continuer, on voit que tous les processus de type exponentiel atteignent très vite leurs limites. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Un processus exponentiel, c'est juste impossible. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'un pourcentage, c'est pareil. Quand on augmente par pourcentage, l'augmentation est proportionnelle à ce qu'on a déjà. Donc c'est exponentiel. Et pour voir à quel point, vous avez la règle des 70, qui est assez pratique. Elle dit que si quelque chose augmente de R% par an, ça va doubler tous les 70 sur R années. Donc ça permet de ramener un pourcentage à un temps de doublement. Par exemple, l'argent qui est placé sur nos livrets A, il nous rapporte 0,5% par an. Dans 140 ans, qui est 70 sur 0,5, on aura 2 fois plus d'argent. Youpi.
Si vous avez un fonds de pension qui rapporte 14% par an, par contre, il double en 70 sur 14 égale 5 ans. Par contre, vous pouvez tout perdre, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, 2% de croissance, c'est la croissance du PIB dont rêvent tous nos dirigeants qui devraient résoudre tous nos problèmes de dette, de chômage, etc. Ça va aussi assez vite. Ça fait x2 en 35 ans. C'est la règle des 70. Et en 100 ans, on passe à quelque chose qui valait 100 initialement, passe à 724. À 2% par an, on a multiplié par 7 en un siècle. En 200 ans, on a multiplié par 50. Donc cette quantité initiale qui valait 100 vaut 5000. En 350 ans, on est à x1000. Donc on arrive à 100 000. En 1000 ans, on a multiplié par 400 millions. Et en 1047 ans seulement, on passe à 1 milliard de fois plus que ce qu'on avait au début. Juste à 2% de croissance. Alors si ce qu'on avait au début, c'est des richesses, c'est de la joie, c'est génial de la multiplier comme ça. Si c'est des pollutions ou des prélèvements sur les ressources, c'est pas génial du tout. Et tout ça juste avec 2% par an. Nous sommes dans un processus exponentiel comme ça. La croissance économique actuellement fait que le PIB mondial, donc l'ensemble des richesses produites par le monde entier, double tous les 17 ans. J'ai pris ici les données du PIB mondial qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Je les ai tracées sur cette courbe en violet. Et par-dessus, j'ai superposé avec une ligne verte qui fait x2 tous les 17 ans. Vous voyez que c'est exactement cette dynamique. Une exponentielle. Le PIB mondial en 1900 était de 1100 milliards de dollars. En 2000, 41 000 milliards de dollars. Donc il a été multiplié par 40 en un siècle. En 2018, il était déjà de 84 milliards de dollars. Donc on est toujours sur ce rythme de x2 en 17 ans à peu près. Ça veut dire que si vous pensez à 1,3% du PIB de 2018, 1,3% c'est pas grand-chose, c'est 100% du PIB de 1900. Ou en 2000, 2,5% de croissance, ça voulait dire qu'on ajoutait tout le PIB qu'on avait en 1900. Donc c'est pas rien du tout maintenant. C'est les processus exponentiels. Alors quand je dis x2 en 17 ans, est-ce que vraiment une nouvelle étape est égale à la somme de tout ce qui précède? Oui. J'ai ajouté l'ensemble des richesses produites de 2001 à 2019, le PIB mondial de 2001 à 2019. Le total est supérieur à toutes les richesses produites dans l'histoire de l'humanité depuis le fond des âges. On pourrait considérer que c'est largement assez. Pareil pour x40 en un siècle, si on remonte en arrière, on va voir qu'il faut diviser le PIB mondial par 40 pour passer à l'an 1800, 1700, 1600, etc. On arrive à 10 000 $ par an en 1400 pour nourrir 350 millions d'habitants. Ça paraît absurde. Et en 1200, on aurait dû avoir un PIB mondial de 6,25 $ alors qu'à l'époque, on construisait les cathédrales. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, la croissance économique, c'est un phénomène nouveau, qui a commencé avec la révolution industrielle au milieu du 19e siècle, et avant, le PIB stagnait à peu près. Alors, comme ce phénomène est nouveau, on n'a pas beaucoup de recul dessus, donc on ne sait pas s'il peut durer. Qu'est-ce que la croissance implique et nécessite? Eh bien, la croissance produit du CO2. Vous avez là la courbe des émissions mondiales de CO2 en fonction du temps, soit avec les sources diverses, charbon, pétrole, gaz, ciment. C'est la même courbe que la courbe du PIB. Elle se superpose très joliment. Voilà la superposition qui apparaît. Toutes ces émissions de CO2 font qu'on arrive sur ce graphe qu'Anne a déjà montré. Le CO2, la quantité de CO2 dans l'atmosphère a des oscillations naturelles entre 180 et 280 parties par million, ppm. On était à 280 au début de la révolution industrielle et on a fracassé les 400 tout récemment. Donc quelque chose qui n'avait jamais été ne serait-ce qu'approché dans le dernier million d'années. Et si on est toujours dans ce rythme de faire x2 tous les 17 ans, ça veut dire que dans 17 ans, on a refait tout ça. Cet écart qu'on a fait depuis le début, on peut le refaire en 17 ans maintenant au rythme où on va. Et on fracasse les 500 ppm avant 2034 et les 700 avant 2051. Vous voyez que ça va très vite et qu'il faut réagir. Donc, ceci étant posé sur les exponentielles, ça nous permet de prendre un peu de recul sur ce phénomène. Et je vais utiliser la crise actuelle du Covid pour illustrer la situation. Nous avions vu dès le début que le nombre de morts progressait de façon exponentielle. C'est vrai pour tous les pays dont j'ai regroupé ici les données. Tous les pays sont recalés à partir du jour où il y a eu 500 morts.
Ils suivent tous dans ce diagramme avec une échelle logarithmique sur la verticale à gauche, une ligne droite, deux pentes correspondant à multiplier par 2 tous les 2 jours,6, ou si vous préférez, plus 30% par jour. C'est une progression exponentielle. Si on regarde maintenant le nombre de morts dans la province du Hubei en Chine où tout a commencé, c'est là qu'on a le plus de données parce que ça a commencé le plus tôt, on était bien sur cette progression x2 en 2,6 jours, et après le confinement qu'ils ont mis en place le 25 janvier, mais il a fallu attendre un certain temps, on a quitté cette exponentielle et le nombre de morts a fini par se stabiliser et ne progresse plus. Maintenant, ils n'ont plus de morts là-bas. On voit qu'on a un effet du confinement qui n'est pas immédiat, mais qui correspond à un nombre de morts final égal à celui qu'on aurait eu sans confinement 16 jours après. Donc le délai effectif du confinement est de 7 jours environ. Et il y a une transition qui évidemment n'est pas abrupte, mais qui est douce parce que les patients ne meurent pas tous exactement 16,3 jours après avoir été infectés. Il y en a chez qui ça dure plus longtemps, d'autres chez qui c'est plus court. En plus, le confinement a été progressif. On ferme d'abord les cinémas, après les écoles, après on confine tout le monde, etc. Donc on a cette transition douce, mais avec un délai effectif. Si on regarde ce qui se passe en France, ce qui est important sur ce délai effectif, c'est qu'il est de 16 jours, et 16 jours, c'est beaucoup plus que les 2,6 jours qui sont le temps de doublement de la catastrophe. Donc, en 16,3 jours, le nombre de personnes concernées peut être multiplié par 2 à la puissance 16,3 sur 2,6, ça fait environ 80. Et donc, à la fin, on a 80 fois plus de morts qu'on en avait à la date du confinement. On réagit toujours trop tard à cause de ça. Si on regarde la France, le nombre de morts dans les hôpitaux suit exactement la même courbe que celle de la province du Hubei, qui apparaît ici le trait fin noir, décalé de 52 jours, qui est la différence de date de confinement entre la France et le Hubei, et multiplié par 4,5. Le même modèle s'applique. Alors, les hôpitaux ne comptent pas tous les morts en France, mais on peut considérer que c'est un pourcentage fixe. Donc, il faudrait juste multiplier par un certain facteur, ce qui revient à tout décaler vers le haut de manière homogène. À partir de là, si on considère qu'il y a environ 1% des gens qui sont touchés par le coronavirus qui en meurent, le nombre de personnes infectées est la courbe rouge, droite ici, qui est stationnaire depuis le confinement, on espère que la maladie ne se propage plus, qui était en propagation exponentielle avec une pente de x2 tous les 2,6 jours avant, et on s'aperçoit que l'épidémie avait commencé à se propager fin janvier. Et donc en février, on disait qu'on était en phase 1 ou en phase 2 de l'épidémie, qu'on contrôlait la situation. En fait, on ne la contrôlait pas du tout. Mais on ne s'en rendait pas compte parce que la plupart des personnes n'étaient pas malades, n'avaient pas de symptômes, et qu'il faut attendre qu'il y ait au moins 100 morts pour qu'il y ait au moins 100 personnes contaminées pour qu'au moins une personne meure, et elle va mourir plus tard. Et quand on a réagi là, parce qu'on avait 200 morts, eh ben c'était trop tard, on avait déjà 2 millions de personnes qui étaient contaminées par le virus, à la date du confinement. Et je confirme que le taux de mortalité, je vois la question qui se pose, il est bien de l'ordre de 1%, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, par rapport aux personnes qui sont infectées. On a 13% par rapport aux personnes qu'on a testées, mais on a raté plein. À la limite, peu importe le chiffre, la dynamique est là. Et elle est importante parce que ce qu'on voit avec cette dynamique, c'est que nous, on peut agir sur la cause, le nombre de personnes infectées, et ce qu'on voit, en fait, ce dont on souffre, c'est l'effet. Et l'effet, les morts, ils arrivent plus tard. Et ce délai est dramatique dans le processus exponentiel, parce que pendant qu'on attend que l'effet se produise, la cause continue à augmenter et à doubler régulièrement. Et après, on souffre des effets de manière démultipliée. Et maintenant, si je vous dis que, au lieu que ce soit le nombre de personnes contaminées, la cause, c'est les émissions de CO2, et que les effets, au lieu d'être les morts du Covid-19, c'est la hausse de la température, vous voyez où je veux en venir? Eh bien, c'est ça. Voici la courbe des émissions de CO2, de la quantité de CO2 au-dessus des 280 de référence, en échelle logarithmique, en fonction du temps, et la température moyenne de la Terre dans la courbe violette, pareil, avec l'année. La dynamique est la même. Vous voyez les émissions de CO2, le cas du Covid-19 avec ce modèle simplifié et la réalité du cas du CO2. On a su arrêter notre économie et notre croissance à partir du mois de mars pour éviter d'avoir plus de 100 000 morts dus au Covid-19. On a réagi.
Un peu tard, mais on a réagi. Est-ce qu'on va attendre pour réagir pour le climat alors qu'on est exactement dans la même situation? Je pense qu'il ne le faut pas. Il faut agir le plus vite possible, il faut réduire nos émissions de CO2 tout de suite. Si on veut réduire nos émissions de CO2, est-ce qu'on peut continuer avec la croissance économique? C'est pas sûr. En effet, le PIB, donc l'ensemble des richesses produites, est extrêmement corrélé avec l'énergie consommée dans le monde. Vous avez ici plusieurs dizaines d'années, peut-être même 50 ans, et vous voyez un lien très net entre énergie et PIB. Alors vous allez me dire, très bien, pour produire de la richesse, il faut de l'énergie, prenons les énergies renouvelables. Elles n'émettent pas de CO2. Voilà la solution à laquelle on peut penser immédiatement. Et vous auriez bien raison. Il y a un petit problème, c'est que les énergies, c'est du CO2. Voici les sources d'énergie qu'on utilise. Vous reconnaissez le charbon, le pétrole, le gaz, et les renouvelables, c'est le petit truc là en haut. Donc pour remplacer les 99 autres pourcents par des renouvelables, il va falloir ramer. Admettons qu'on y arrive. La consommation mondiale d'énergie en 2013 était de 158 000 TWh. Si on prend un taux de croissance de 2% par an, celui avec lequel j'avais commencé mon exemple, et qui est le taux de croissance moyen depuis 90, il nous suffit de 463 ans pour multiplier cette quantité d'énergie par 9600, ce qui revient à dire qu'il faudrait couvrir toute la Terre de panneaux solaires de rendement 1. Toute la Terre. On aurait besoin de toute l'énergie donnée par le Soleil à la Terre. 463 ans, c'est rien, c'est juste le temps qui nous sépare de ce monsieur ici, Henri II, roi de France en 1500 et quelques. Admettons qu'on y arrive. On peut continuer encore 1100 années, il nous faudra toute l'énergie émise par le Soleil dans toutes les directions. Donc c'est le Soleil entier qu'il faudrait entourer de panneaux solaires de rendement 1 et nous transmettre cette énergie pour supporter notre développement. 1100 ans, c'est le temps qui nous sépare de Clovis, donc la fondation de la France. Donc on ne peut pas doubler la durée de vie de la France en ayant 2% de croissance d'énergie, sinon il faudra entourer le Soleil de panneaux solaires absolus et magiques. Et comme on est à 2% de croissance, 35 ans plus tard, il nous en faut 2 fois plus, donc il faudrait aller couvrir Alpha du Centaure aussi de panneaux solaires, juste 35 ans après. Et 35 ans après, il nous faudrait encore 2 autres étoiles, puisque ça double tous les 35 ans. Dans moins de 2000 ans, il nous faut toutes les étoiles de la Voie lactée. Clairement, c'est impossible de continuer à avoir une croissance de notre consommation d'énergie. Il faut arrêter. Ça nous donne la solution au paradoxe de Fermi. Si la croissance exponentielle indéfinie était possible, des extraterrestres seraient déjà là. Parce qu'il y a environ 50 milliards de planètes terrestres et qu'on n'est sûrement pas les premiers. Donc d'autres ont eu cette chance de se développer et ils auraient pu conquérir toutes les planètes habitables, y compris la nôtre, avant. Ils ne l'ont pas fait. Donc soit ils ont essayé et ils ont détruit leur planète à force d'épuiser ses ressources et de changer son climat, soit ils se sont arrêtés à temps et ils ont renoncé à la conquête spatiale et maintenant ils y gèrent leur planète. Croître jusqu'à conquérir la Voie lactée est malheureusement impossible. Les lois de la physique et des mathématiques l'empêchent. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, j'espère vous avoir convaincu de ça. Personnellement, je n'ai pas de solution au problème, mais j'espère pouvoir vous donner par ces réflexions des billes pour que vous puissiez transmettre ce message. Parce qu'en fait, c'est extrêmement simple. Si on se ramène à une exponentielle et à multiplier par 2, ça passe tout seul et on se rend compte de la puissance de l'exponentielle et que 2% par an, en fait, ça veut pas dire, c'est pas insignifiant, c'est colossal. Donc, que faire maintenant? Il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et il faut le faire maintenant. Sinon, comme avec le Covid-19, si on se confine trop tard, on a des dizaines de milliers de morts. Si on ne le fait pas maintenant, les effets seront dramatiques et incontrôlables. Donc, il faut diminuer notre consommation d'énergie. Donc, il faut diminuer la quantité de richesse produite parce qu'hélas, pour l'instant, on ne sait pas produire de richesse sans consommer d'énergie. Ça doit probablement vouloir dire qu'il faut les partager mieux, ces richesses, parce que s'il y en a moins et qu'il y a déjà des gens qui sont dans la pauvreté, ça va être très dur pour eux. Donc il va falloir réduire notre niveau de vie pour nous, les personnes les plus riches. Ce qui est beau, c'est qu'on a su mettre la santé avant l'économie au mois de mars. On a dit, ok, on confine, tant pis, on aura une récession en 2020, mais on ne veut pas tous mourir. C'est bien, mais il faut le faire sur le long terme, et donc il faut maintenant qu'on invente une société sans croissance. Alors, moi je ne sais pas comment,
mais il y a plein de pistes, il y a plein de gens qui commencent à y réfléchir. Et le nombre de gens qui sont conscients du problème et qui sont prêts à changer est lui-même en croissance exponentielle. Il y a même de plus en plus de gens qui se disent que quitter cette société de consommation, c'est peut-être une chance. La société de consommation a quelque chose de mortifère quand on y pense. Vous avez des slogans comme moins de biens, plus de liens, la sobriété heureuse. Voilà, à nous de jouer pour réenchanter la transition, mais j'espère vous avoir motivé pour le faire. Et je vais m'arrêter là et prendre vos questions avec grand plaisir. Je vous laisse avec un petit résumé. Le résumé, que voici pas. Voilà un petit résumé. En ayant la tête dans les étoiles, on retombe sur Terre. Et donc, on ne va pas partir à la conquête de toutes ces exoplanètes. De toute façon, si on fait ça, il est clair qu'on laissera 99% de l'humanité derrière. Il vaut mieux préserver la nôtre. Plus on sait qu'il y a des exoplanètes ailleurs, plus on se rend compte qu'il est important de préserver la nôtre. Je pense que c'est vraiment une conclusion. On peut rêver en partant dans la Voie lactée, en explorant toutes ces planètes, en imaginant des tas de choses. Et puis, ça nous ramène sur Terre, parce que sinon, d'autres extraterrestres seraient déjà là. Ça nous met le nez dans nos limites. Merci beaucoup Aurélien pour cette voilà. Merci beaucoup Aurélien pour cette brillante conférence. Moi j'avais une première question. Voilà, merci, c'est moi qui l'a posée. Je suis très très mauvais en mathématiques, mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que si je coupe plus 2 tous les ans, si je décide de... Oui, si on passe à moins 2% par an, effectivement, ça marche aussi en exponentielle. C'est juste une exponentielle décroissante qui revient à prendre les courbes, toutes les courbes que je vous ai montrées, elles faisaient comme ça, ben vous les lisez dans l'autre sens, et ça descend, et ça s'aplatit. Et si on fait moins 2% par an, on divise par 2 tous les 35 ans. Donc on passe de 100 à 50, à 25, à 12,5, à 6,25, etc. Tous les 35 ans si on est à moins de 2% par an. Donc c'est effectivement une solution. Okay, par contre, pardon ? Oui, vas-y, je t'en prie, avec plaisir, je t'écoute. Je dis juste que la façon dont fonctionne notre économie actuellement nécessite de la croissance, puisqu'on a des gains de productivité et qu'on veut maintenir tout le monde au travail. Donc, si on veut au contraire partir dans l'autre sens, il faut changer complètement la façon dont fonctionne notre économie. Et imaginer plutôt réduire le temps de travail pour produire moins. Alors, du coup, les gens seraient payés moins, mais ils consommeraient moins, puisque de toute façon, on produirait moins. Et si on se concentre sur les biens essentiels dont on a absolument besoin pour vivre, ça marche. Tout l'enjeu, c'est de réussir à s'engager non pas vers quelque chose qui soit destructif, mais qui redevienne tout simplement peut-être rationnel et qui fonctionne et qui justement évite de partir ainsi dans le mur. Est-ce que Anne peut nous rejoindre pour commenter avec Aurélien? Donc l'augmentation globale de la mortalité sur la Terre est intimement corrélée à l'augmentation de CO2, demandait Sylvain. Alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais ça va être le cas parce que l'augmentation globale du CO2 engendre un dérèglement climatique dont les conséquences vont être catastrophiques, comme l'a expliqué Anne Essel, parce qu'en plus, il y a des boucles de rétroaction positives qui vont engendrer des sécheresses, des inondations, donc des pertes de rendement en agriculture et donc des famines, plus des ouragans, des tempêtes plus violentes et des destructions. Donc oui, si on ne fait rien pour stopper le dérèglement climatique et s'arrêter au niveau qu'on a atteint, qui est déjà grave, le taux de mortalité sur Terre va être directement lié au taux de CO2 dans l'atmosphère. Anne, c'est enchanté la transition, ça, hein? C'est enchanté ou l'imposer? Non, c'est une démonstration absolument formidable de notre manière de concevoir le progrès. Si on considère le progrès comme une exponentielle positive, c'est-à-dire avec une augmentation de la croissance, eh bien on est fichu. On est carrément fichu. Donc il va falloir effectivement considérer le progrès comme une exponentielle négative, c'est-à-dire apprendre à choisir
ce qui nous est indispensable pour vivre. La sobriété ne doit pas être une sobriété malheureuse parce qu'elle ne tiendra pas. Il faut savoir ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? Et moi, je trouve que l'expérience du confinement que nous avons vécu, que nous allons continuer à vivre et continuer à vivre longuement parce que le déconfinement ne va pas être le retour à la vie d'avant. Ça va être une vie avec des barrières, avec des limitations, etc. Cette expérience-là nous montre à quel point les choses qui nous sont importantes sont finalement peu nombreuses, très peu nombreuses. On a besoin de liens, on a besoin d'amour, voilà. Et ça ne consomme aucune énergie. C'est absolument formidable. On a besoin de se nourrir, ça c'est sûr, et de se nourrir aussi le cerveau. Mais on n'a pas vraiment besoin de produire des voitures de plus en plus grosses, d'avoir un SUV gigantesque pour se balader tout seul. Il y a des tas de choses dont on n'a pas besoin. Et on n'a pas besoin non plus d'aller passer un week-end aux Caraïbes et de revenir. C'est plutôt ennuyeux de faire ça. Et une des choses frappantes, je dois dire, dans le confinement, ça a été le retour des touristes. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Moi, j'ai été très frappée du nombre de Français qui étaient à l'étranger pour des durées limitées. Je ne parle pas de ceux qui travaillent en permanence ailleurs, mais ceux qui simplement voulaient revenir de leur croisière à 2000 sur un bateau. Ça doit être épouvantablement ennuyeux. Voilà, ou revenir d'escapades très lointaines. Donc vraiment, nous avons vécu dans un monde où cette planète était un gigantesque parc d'attractions pour touristes. Ça, il faut absolument que ça change. Il faut absolument arrêter ça. Mais je trouve qu'on a vu des choses qu'il faut bien regarder, qu'il faut inventorier et dont il faut se dire ça, plus jamais, ça, stop. Commençons cette décroissance exponentielle et commençons à savoir ce qui pour chacun est important. Merci Aurélien, en tout cas, ta démonstration est tellement parfaite. Tu pars des étoiles, on se dit où est-ce qu'il va nous emmener, est-ce qu'il va nous trouver des humanoïdes associés dans une exoplanète, et tu nous emmènes au nénuphar et c'est absolument génial. Merci beaucoup Anne. Comment donc limiter la croissance? Mais Christian, c'est un choix en fait. C'est un choix. Je vois dans les comments des gens qui nous disent oui, mais les politiques. D'autres qui réagissent immédiatement dans le commentaire en disant mais ta meilleure carte de vote, c'est ta carte bleue. En fait, c'est un choix. C'est de se recentrer probablement individuellement et puis après de réussir à rayonner dans son propre écosystème avec une conscience nouvelle. Chacun a un écosystème individuel, puis un écosystème professionnel, puis un écosystème social. Et si on est ce soir quelques-uns à être à peu près convaincus qu'il faut adopter de nouveaux modes de pensée et de ne pas simplement appliquer cela chez nous, mais aussi dans nos professions, eh bien petit à petit, on oblige le système à se mettre au diapason de ces nouveaux choix qui sont les nôtres. Moi, je partage ton avis, Anne, quand tu dis que aujourd'hui, cet épisode du Covid nous ramène chez nous sur quelque chose d'essentiel. Alors pour certains, c'est terrible parce qu'ils n'ont pas l'essentiel chez eux, voire ils ont pire, d'accord? Il y a des situations de confinement qui sont dramatiques pour certaines personnes, je veux parler de violence, etc., etc. Pour ceux qui ont la chance de réussir à vivre ce confinement de manière à peu près, je ne vais pas dire confortable, mais à peu près supportable, et donc d'être limité dans quelque chose de supportable, on s'aperçoit qu'avec moins, on vit toujours. Moi, je me souviens très bien de mon enfance. C'était à l'époque où le PIB était 2 fois moins important que maintenant. Et on vivait très bien, on n'était pas malheureux. Et pour revenir sur un commentaire que Anne avait fait avant, qui m'avait frappé, c'est l'idée que nous faisons pression sur les politiques simplement par nos souhaits. L'opinion politique, l'opinion publique, pardon, a un rôle capital à jouer et les médias façonnent l'opinion publique. Et moi, mon espoir, c'est que petit à petit, cette prise de conscience du fait qu'il faut arrêter avec la croissance économique,
ce message-là, il se propage de manière exponentielle dans la population. Lui aussi, il faut compter là-dessus, bien sûr. Exactement. Et là, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour m'avoir permis de toucher 200 personnes. Et j'espère que chacun d'entre vous va toucher d'autres personnes pour les convaincre. Et c'est comme ça qu'en doublant régulièrement le nombre de personnes qui sont conscientes, cette idée va s'imposer. Il nous suffirait de 2% chaque jour. Voilà. Clairement, nos politiques actuelles ne savent pas faire un monde de décroissance, mais on va chercher et puis on va les aider. Avez-vous de l'espoir avec le projet ITER? Alors, ITER, c'est ce projet de fusion nucléaire qui devrait nous apporter une source d'énergie propre. En théorie, ça marche très bien. En pratique, ça fait 50 ans qu'on nous dit que ça marchera dans 50 ans. Donc, j'ai peu d'espoir de voir la fusion nucléaire efficace de mon vivant. D'autre part, je pense que même si l'idée est belle, ça pourrait peut-être servir à remplacer plusieurs sources carbonées d'énergie. Mais comme je vous l'ai montré, on ne peut pas espérer continuer la croissance de l'énergie à 2% par an, même en utilisant la fusion. Parce que dans 400 ans, il nous faudrait autant de fusions qui sont faites dans le Soleil. On n'a pas ça à côté. Donc, ITER nous permet peut-être de gagner du temps, de bloquer la consommation d'énergie à un seuil plus élevé que ce qu'on pourrait faire sans ITER, mais ça ne peut pas nous permettre de continuer la croissance. Je vois des questions, voilà. Alors, Sophie Renassia, coucou Sophie. Quand on parle de décroissance, il y a pour certains une notion de privation, de renoncement qui peut braquer parfois. Comment communiquer de manière positive? Quel terme employer pour accompagner la prise de conscience et les changements de comportement? Moi, j'ai une réponse. C'est tout l'objet de votre formation, Sophie. C'est justement d'être capable de déterminer quels sont les nouveaux messages à passer pour convaincre les gens de cette nouvelle posture à adopter. La décroissance est un gros mot dans notre économie. L'autre jour, on avait notre ami Anne, je te passe la parole juste après, pardon. On avait notre le maire national qui, dans une intervention au journal télévisé, nous disait 12 fois le mot croissance, 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 il faut que ça reparte en moins de 2 minutes d'interview, en nous disant que c'est pire que 1929, 12 fois des croissances en moins de 3 minutes, croissance, pardon. Et puis, figurez-vous que cette fois-ci, la crise est dans l'économie réelle. Moi, rien que ces 3 idées m'ont fait halluciner. Ça signifie que notre ministre est complètement bloqué sur un logiciel comme un petit lapin bloqué contre son mur. Donc ça signifie qu'il faut disrupter cela. Et Sophie, vous êtes, je le sais très bien puisqu'on en a maintes fois parlé tous les deux, vous êtes éminemment convaincus de toutes ces choses-là. Vous cherchez des réponses auprès de Anne et qui va vous les donner, je vais me taire, pour comment mettre en avant ces choses-là. Mais en fait, ces réponses, elles sont entre vos mains, vous, futures communicantes demain, futures... comment on dit quelqu'un qui génère de l'exponentiel, pour le coup, Aurélien? Tu vois, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que si je génère 2% d'impact positif demain et que ces 2% impactent eux-mêmes 2%, eh bien, on devient sur une spirale, on rentre dans un cercle vertueux. Oui, on a une exponentielle, j'espère, de cette opinion qui est en train de se mettre en place. Elle lutte depuis longtemps. Voilà, enfin, Anne, je te laisse la parole, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Tu es très généraliste. Moi, je vais être plus concrète, parce que je vois, par exemple, une question qui apparaît, qui dit, mais alors, comment est-ce si on dépense moins d'énergie, comment on va réussir à se chauffer dans nos maisons? Eh bien, justement, une des choses qui est de la décroissance, c'est d'isoler nos maisons. C'est d'aller vers la sobriété. La sobriété, c'est mettre en place, éventuellement avec du travail, avec de l'énergie, avec des matériaux, mais mettre en place le moyen d'avoir de la sobriété tout en ayant un minimum de confort. Il faut rendre nos habitats confortables. À l'heure actuelle, les gens riches qui vivent dans des appartements bien isolés ou dans des maisons qu'ils isolent confortablement dépensent peu pour leur chauffage. Les gens pauvres qui vivent dans des taudis ou qui vivent à la rue, ou qui vivent à la rue, on dépense pas grand-chose pour son chauffage, malheureusement. Mais enfin, voilà, on essaye de pas vivre à la rue.
Si on vit dans une tente, dans un mobil-home, il y a des gens qui campent toute l'année en France, hein, eh bien, on dépense beaucoup pour son chauffage. Et on est obligé de choisir entre le chauffage et la nourriture. Il faut arriver dans une situation où la sobriété nous permette tous d'être confortablement, donc confortablement chauffés, confortablement habillés, confortablement nourris, voilà. Et puis trouver le bonheur ailleurs que dans cette quête. Et or, tu as parlé d'exponentiel, mais c'est vrai aussi que nous croyions, nous les femmes en particulier, qu'avec l'arrivée des machines à laver, la vaisselle, etc., on passerait moins de temps à nos travaux ménagers. Mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Nous en passons tout autant parce que nous réfléchissons à comment nous allons laver bien le linge blanc, le linge de couleur, comment ce qui se repasse, ce qui ne se repasse pas. On a une occupation cérébrale. Et je dis nous les femmes, maintenant les hommes nous aident, donc ils commencent à avoir la même occupation cérébrale. Et c'est pas un gain très fort. On a quitté l'essentiel. Alors tu parlais de ton enfance, Aurélien, la mienne est donc à 4 fois, ou voire 8 fois plus ancienne et plus pauvre aussi. N'exagérons rien. Moi, j'étais enfant dans les années 50 et c'était pas la joie. On n'avait pas grand-chose. Voilà. Ben, ça fait 2 fois 17 quand même. Hein. Voilà. Bon, je pense qu'on peut aller vers la sobriété heureuse à condition de ne pas rêver. C'est-à-dire de ne pas se dire il suffit qu'on ait tous moins pour être plus heureux. Il faut réduire les inégalités. Ça, c'est un préalable absolument. La lutte contre le dérèglement climatique s'accompagne, mais de manière alors absolument contraire au silo, de manière absolument indissociable, avec une lutte contre les inégalités, de manière à ce que ce soit les riches qui payent et les pauvres qui profitent. Ça, je crois que c'est absolument indispensable. Et une lutte également pour sauvegarder la démocratie. Et il faut faire très très attention aux limites de la démocratie, qui sont des limites justement à notre pouvoir culturel d'influer sur le politique. Donc je veux dire, ces 3 piliers, ces 3 pivots sont vraiment lutte contre le dérèglement climatique, lutte contre les inégalités, lutte contre la perte de la démocratie. Si on arrive à faire les 3 choses en même temps, on arrivera à une installation d'une sobriété heureuse et à retrouver notre essentiel, en n'oubliant jamais les leçons de l'histoire. Ça, vraiment, j'ai envie de vous dire les enfants, j'ai tort, les étudiants, gardez toujours. D'ailleurs, le topo d'Aurélien était en ce sens très très fort. Il n'a pas arrêté de nous faire des topos historiques. Parce que l'exponentielle, elle se développe dans l'histoire, dans le temps. L'ordonnée principale, c'est le temps. Eh bien, ne l'oubliez jamais. Merci beaucoup à tous les deux. On a débordé un petit peu. Oui, bien sûr, Eric, j'ai vu cette question passer. La Nouvelle-Zélande a adopté le produit intérieur du bien-être, une bonne solution. Le Bhoutan, je crois aussi, le PIB du bonheur. Est-ce que c'est des solutions? C'est sans doute des solutions. Anne, tu veux réagir là-dessus? Eric, ton ami, t'interpelle. Peut-être Aurélien a-t-il un avis sur cela? Est-ce que les extraterrestres sont... Très bien, à condition que ça soit le bonheur de tous. Et surtout le bonheur des moins 10 ans. Aurélien, est-ce que les extraterrestres ont adopté cela? Est-ce que sur d'autres planètes, c'est ce PIB qui s'est mis en place? C'est possible qu'ils aient réfléchi à qu'est-ce qui est vraiment indispensable, qu'est-ce qui est le plus important, et qu'ils se sont dit ça, on le maintient, le reste, ça peut partir en décroissance. Et donc, c'était pas le produit de richesse qui les intéressait, mais le produit des choses importantes. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut. Et du coup, pour en revenir à la discussion sur comment communiquer sur la décroissance de choses mauvaises, c'est bien. Quelqu'un qui a une tumeur, il est content que sa tumeur décroisse grâce au traitement. Avec le confinement, on se rend compte qu'il y a moins de bruit. Anne parlait de la pollution sonore qui a diminué dans les villes. C'est très agréable. On se rend compte que ça, si ça décroît, c'est bien. Il y a plein de choses comme ça dont on aimerait beaucoup qu'elles décroissent en fait.
Et c'est pas un gros mot, parce que dans la croissance, on compte aussi les catastrophes naturelles qui font qu'il y a des assurances qui remboursent pour reconstruire. C'est super, ça fait des points de croissance. Non, c'est pas bien. Il y a un autre terme, c'est l'ex-croissance. Est-ce que notre croissance et notre addiction à la croissance n'est pas devenue une sorte d'ex-croissance de nous-mêmes et qui nous dépasse en fait? Et la question elle tourne un peu autour de cela. On a fixé notre capacité, notre économie à ne travailler que sur cette notion de croissance et on en perd le sens parce que finalement, on cavale après quelque chose, mais En fait, la croissance. nos emplois nos emplois demain et les métiers de nos étudiants peuvent très bien être les métiers de la décroissance. On ne va pas arrêter de vivre si on travaille à la décroissance. On aura du travail à construire la décroissance, à inventer cette décroissance. C'est pas la croissance qui nous fait travailler, c'est on travaille à quelque chose, que ce soit la croissance ou la décroissance. On vivra tous, je pense. Et d'ailleurs, pour travailler tous, il faut travailler moins. Là, vraiment, je veux dire, là, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais il y a moins de travail et il y en aura encore moins quand on sera décroissant vraiment, quand on sera lancé dans cette exponentielle. Eh bien, il faut travailler moins et passer plus de temps au lien social. Et de plus en plus, d'ailleurs, vous le voyez bien, dans cette expérience du Covid, il y a encore quelque chose qui apparaît, c'est l'importance du travail associatif, du travail non rémunéré, qui est absolument primordial. Les liens qui se sont faits entre voisins pour partager les courses, pour prendre des nouvelles des anciens, pour s'occuper les aides qui se sont allées vivre avec les personnes âgées dans les EHPAD pour les protéger. C'est des choses qui sont hors du marché du travail. Et ce sont ces choses-là qui sont des choses qui vous donnent l'impression d'être intéressants, d'être indispensables, qu'il faut développer. Et que le marché du travail, lui, il faut qu'il diminue. Il faut qu'il diminue, mais il faut que tout le monde y participe. Et que tout le monde réussisse à avoir de quoi vivre. Il va falloir aller, par exemple, il va falloir développer beaucoup l'agriculture durable. Mais là, ça va nous amener dans encore 3 heures de discussion. L'agriculture industrielle n'est plus possible, n'est plus compatible avec une lutte contre le dérèglement climatique. Il va donc falloir retourner à une agriculture du fait main, à une agriculture de voisinage, à une agriculture locale. Eh bien, celle-là, il va falloir qu'il y ait des gens qui aillent planter, cultiver, aider et distribuer. Et oui, En fait, Aurélien, tu voulais ajouter quelque chose? Juste que, in fine, ce qu'on veut tous, c'est être heureux. Et la croissance économique a pu être vue comme un moyen d'arriver à ce but parce qu'elle a apporté des meilleures conditions matérielles de vie, et c'était probablement vrai au début du XXe siècle. Mais ce qui était à l'origine un moyen est devenu une fin en soi. Maintenant, nous vivons pour la croissance. On est arrivé dans un système comme ça. C'est absurde. Il faut revenir au point de départ qui était ce qu'on veut, c'est vivre mieux. Donc, ne pas saloper notre climat, ne pas exterminer toutes les espèces vivantes, etc., etc. Bravo. Écoute, là, c'est vraiment le mot de la fin. Je crois, enfin, Franck, tu peux le répéter. Absolument. On a dépassé. Je pense que vous avez tous saisi que nous devons reconstruire notre univers culturel. Nous ne devons plus réfléchir bêtement comme des banquiers. Nous ne sommes pas des banquiers, ni Aurélien, ni moi, ni Franck, ni vous, essentiellement. Donc nous devons réfléchir comme des humains qui avons une petite planète et qui voulons être heureux. On veut être heureux, c'est une exigence fantastique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Christian Herbert demande si on peut avoir l'excellente présentation d'Aurélien. Écoutez, on a vos mails à tous qui étaient parmi nous ce soir, tant nos élèves du campus de Nice que notre public autour du campus de Nice et également les gens, j'ai reconnu des noms passés par ici et par là, des futurs étudiants de Green Management School. Bien sûr, si Aurélien nous le permet, on diffusera sa présentation par mail, on fera un drive, vous allez pouvoir la télécharger si elle vous intéresse, nous ne la mettrons pas en pièce jointe. C'est comme ça que nous allons faire les choses, de façon à ce que chacun la prenne de manière sobre. Ok. Exactement.
Je Et vous remercie avec vivement plaisir. tous les deux. Je vois que Marie-Chantal est encore connectée là. Est-ce que tu veux Oui. m'accompagner, Marie, pour faire un petit coucou à tout le monde avant de nous quitter, puisque Marie fait clap, 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 exactement. Marie, peut-être que tu peux expliquer comment ça va suivre le Climact au fil des semaines, puisque ce Climact, c'était 2 jours tous ensemble. Eh bien là, c'est plusieurs rendez-vous, Donc, n'est-ce pas? Merci Aurélien, merci être, Anne. De rien. avec Sarah, vous allez recevoir évidemment les informations il y aura un rendez-vous par semaine de 2 heures environ, et cela jusqu'au 19 juin. Non, jusqu'à la fin juin. Le 19 juin, ce sera le Green Pitch Contest où nos Exactement. étudiants présenteront justement leurs idées et de start-up et d'applications qui rentrent dans la lignée de tout ce que vous avez dit ce soir. Moi, je suis vraiment ravie d'avoir pu assister à ça et je vous ai écouté religieusement. Voilà. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Elsie. Anne. Merci, Aurélien. Merci Anne, merci Aurélien, merci Marie-Chantal, parce que Marie-Chantal et Sarah ont fait énormément de travail pour transformer ce climact euh, réel en climact digital. Et finalement, vous voyez, ça se passe très très bien. Donc inventer, on se demande toujours comment faire différent désormais. Et la vraie question, c'est comment faire différent dorénavant. Voilà. Gros bisous à tous. À très bientôt. Anne, merci beaucoup, beaucoup. Au Merci à revoir vous à tous. tous. C'est moi qui Merci à prends vous la tous et responsabilité. bonne chance pour la suite et Ouais, bonne chance à tous vos étudiants et qu'ils nous préparent un avenir heureux, un avenir exactement. médiatisé heureux. Exactement. Aurélien, c'est bon pour toi? C'est tout bon. Merci Ok, beaucoup pour l'organisation. Ça s'est super bien passé et c'était un vrai parfait. plaisir. Parfait. Merci à tous, merci à Laurent et à Sarah qui était derrière, Sarah. qui était aux commandes de la modération. Je prends la responsabilité d'appuyer sur le bouton rouge pour vous souhaiter une bonne soirée à tous, de rester confinés. Hélas, on se retrouvera pas sur le campus. Dans une semaine, le 30, prochaine conférence Le Climact, 30. je crois, le 30, Ouais, ce n'est pas le le 29, c'est le 30. 30. Ouais, À ouais. très bientôt. Merci de votre présence parmi nous ce soir et rendez-vous le 29. Merci Anne, vraiment, je t'embrasse. Salut Aurélien. Au revoir.